Petite parenthèse avant de commencer l'épisode. Je suis ravie de te donner rendez-vous le 12 et 13 juillet prochain à Arcachon pour la 2e édition du congrès « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Un événement unique imaginé par Julien Perron que j'ai eu le plaisir de recevoir dans le podcast. Besoin d'inspiration, envie de te recentrer, de prendre du temps pour toi. Au programme, un week-end hors du temps, dans un cadre de rêve, face au bassin d'Arcachon, des conférenciers de haut vol, des ateliers et une énergie collective incroyable. J'aurai la joie d'y animer un atelier « Comment s'aligner avec ses besoins ?» Les places sont limitées, alors fonce vite sur congrès.c'estquoilebonheur.fr pour réserver la tienne. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, experte rescapée du burn-out et fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi t'accompagne à écouter ta petite voix grâce à un ensemble de contenus. Grâce à ce podcast, avec des témoignages authentiques et sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce au bilan de compétences et de besoins pour trouver ton alignement, finançable avec ton CPF. Et un ensemble de livres, de conférences et une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une femme exceptionnelle, au parcours aussi riche qu'inspirant. Caroline en est à sa 3e vie professionnelle et probablement pas la dernière. Elle démarre sa carrière dans la maintenance industrielle avant de se tourner vers l'audit chez Deloitte, puis de rejoindre le groupe Orangina où elle évolue pendant près de 10 ans dans différents postes à responsabilité dans la finance. Malgré un job de rêve, quelque chose en elle continue de vibrer autrement. Curieuse, audacieuse, elle lance en parallèle une première société de production événementielle avec son mari et commence à explorer un univers qui la passionne, celui du rugby, du live et des événements. Ce goût pour la transmission la conduit aussi à se former au coaching et à la préparation mentale. En 2023, elle pilote un défi de taille. Elle devient la directrice du Stade Vélodrome pour la Coupe du Monde de rugby. Une aventure hors du commun dont elle va nous raconter les coulisses. Je ne vous en dis pas plus et vous réserve d'autres surprises. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Caroline Califano. Bonjour Caroline. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, alors j'ai choisi la boussole. La boussole pour des tas de raisons. Déjà parce que la boussole, c'est le premier outil de l'orientation. C'est quelque chose, normalement, quand on l'a et qu'on sait s'en servir, c'est mieux quand même. C'est ce qui nous permet de nous égarer sans jamais se perdre. Alors, ce terme ne vient pas de nulle part. Hein. J'ai fait plusieurs rallyes des gazelles par le passé. Et on disait toujours une gazelle s'égare, ne se perd jamais, mais parce qu'on a notre boussole. Et voilà, je trouve que c'est un petit outil qui est extrêmement symbolique. Parce que ça peut permettre, notamment quand on est à des carrefours, de pouvoir choisir le bon chemin, ou peut-être même des fois de s'aventurer dans des chemins qu'on n'aurait pas osé prendre, tout simplement parce que grâce à notre boussole, on sait qu'on se retrouvera toujours et qu'on aura toujours, a priori, le bon sens dans lequel on va. Voilà pourquoi la boussole. Trop chouette. Est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi en Normandie. Donc plutôt très loin d'ici, autre culture, autre climat. Où ça? Dans l'Eure, à côté entre Évreux et Passy, donc vraiment tout petit village qui s'appelle Saint-André-de-l'Eure. J'y ai encore une très grosse partie de ma famille là-bas. J'y ai fait une partie de mes études. J'ai fait jusqu'à mon bac +2 d'ailleurs à Rouen, avant de descendre dans le sud, puisque j'ai fait mon école de commerce à Toulon. Voilà. Et comment ça s'est passé ton enfance? Très bien. Alors, j'ai eu une enfance assez, je ne sais pas si on peut dire assez magique, mais moi, j'ai eu la chance déjà de grandir, voilà, déjà avec des parents qui étaient tous les deux présents. Jusqu'à l'âge de 6 ans, j'avais même mon cousin qui vivait, on était tous les deux enfants uniques, on avait 1 an d'écart. On vivait dans la même maison, on allait à l'école ensemble. Ce qui était plutôt très chouette, c'est que finalement, lui et moi, on avait la même complicité qu'un frère et une sœur, mais sans les disputes. Ouais. Donc, c'était très chouette. Ouais, vous aviez que le bon, entre guillemets. C'est ça, ouais. Que le bon, entre guillemets. J'avais mes grands-parents qui étaient là, qui ont été des grands-parents extraordinaires, avec qui j'ai pu aussi passer énormément de temps. On avait une vraie vie de campagne. Moi, j'ai grandi au milieu des champs, des cultures. Enfin, voilà, on a vraiment une enfance plutôt très chouette. Ils faisaient quoi, tes parents, comme métier ?
Alors mes parents, c'est assez curieux, ça en dit long des fois sur la capacité des couples à être différents. Mon père était directeur des achats pour une grosse société pendant pas mal d'années. Et en 92, donc quand j'ai 12 ans, il décide de monter sa boîte. Donc il crée une société de maintenance industrielle dans le secteur agroalimentaire. Mon père, plutôt quelqu'un de très ambitieux. D'ailleurs, sa société a très bien fonctionné. Il l'a vendue il y a quelques années quand il est parti à la retraite. Et ma mère, elle était plutôt employée administrative. Et alors, pour l'anecdote, déléguée syndicale. Donc, c'était assez curieux à la maison, des fois, les conversations, d'avoir un père entrepreneur et une mère déléguée syndicale. Donc, voilà. Donc, ça en dit long sur l'ambiance à la maison, parfois pendant les dîners. Et toi, t'étais quel type de petite fille ? Plutôt garçon manqué, en fait. On m'a souvent offert des poupées et très souvent j'allais plutôt piquer les jouets de mon cousin qui étaient plutôt des voitures. Donc plutôt assez garçon manqué, assez casse-cou. La plus grande peur de mes parents, c'est que moi je n'avais peur de rien à cet âge-là. Ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Mais voilà, j'étais petite fille, j'étais pas vraiment turbulente. C'est toujours ce que me dit ma mère. Petite, j'étais adorable. C'est quand j'ai grandi que les problèmes ont commencé. Et c'était quoi tes rêves de petite fille ? Mes rêves de petite fille, c'était les mêmes que ceux de tout le monde. Moi, je voulais voilà, devenir une maman avec les enfants, le chien. J'avais pas vraiment de schéma professionnel autre que celui de marcher dans les traces de mon père. Puisque mon père, voilà, il n'a eu que moi. Lui, il aurait aimé avoir un garçon. Il le dit souvent. Mais après, il dit qu'il est quand même content de ce qu'il a obtenu. Mais lui, son but, c'était vraiment de créer la relève familiale pour ce qui était la société, donc son petit empire à lui qu'il avait construit de ses propres mains, quoi. Et comment ça s'est passé, du coup, le choix de tes études ? Alors, le choix de mes études, au début, ça a été plutôt un profil très généraliste. C'est vrai qu'à partir de l'âge de 12 ans, quand mon père a décidé de créer sa société, moi, je me suis beaucoup investie à ses côtés parce que je l'admirais énormément. Mon père est la personne que j'admire le plus au monde. Donc, à partir de là, moi, mon rêve, c'était de dire je vais reprendre la boîte de mon père. Donc, des études très généralistes jusqu'au bac, même d'ailleurs jusqu'au bac plus 2. Ensuite, j'ai fait une école de commerce qui est rentrée depuis dans le groupement de Kedge, mais qui avait à l'époque une vocation à caractère technologique, dans le but justement de reprendre la société familiale. Bon, après, ça ne s'est pas fait pour des tas d'autres raisons, mais c'était vraiment ça le démarrage. Donc, des études plutôt très orientées commerce, développement commercial et industriel. Et pourquoi ça s'est pas fait, du coup ? Alors, ça s'est pas fait pour déjà... alors, à l'époque, mon père a eu quelques soucis financiers au sein de l'entreprise. Donc, quand on quitte ses études au moment où on est censé reprendre la société et qu'on tombe sur un redressement judiciaire, c'est pas vraiment le meilleur moment. Je venais aussi de rencontrer sur les bancs de l'école celui qui est devenu le père de ma fille. Lui, il habitait Aix-en-Provence. Moi, je venais d'Évreux. Le choix de qui suit qui n'a pas duré très longtemps. Effectivement, j'avais assez peu d'arguments comparé à la ville d'Aix-en-Provence, qui est quand même très belle. Puis ça, et puis tout le contexte un peu compliqué pour mon père à cette période-là. Ne serait-ce que sa difficulté aussi à pouvoir m'intégrer au sein de l'entreprise, puisque dans ces périodes-là, c'est toujours plus compliqué. Donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes pendant un certain temps. Et puis, finalement, je me suis plu à voler de mes propres ailes. Et donc, je n'ai jamais repris la société. Ce qui reste aujourd'hui encore toujours De temps en temps, je prends une petite remarque, pareil, pendant les dîners de famille. Il y a un petit regret. Il y a un petit regret chez lui, ouais. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé à travailler, donc du coup, tu t'es spécialisée dans l'audit ? Alors, avant l'audit, j'ai fait un tout premier job. À l'époque, j'étais acheteur industriel pour la CNIM à Toulon. De toute façon, c'était tout ce que je savais faire. Moi, j'avais grandi au milieu des vannes, de l'inox, des pompes, toutes les mécaniques des fluides. Enfin, voilà, j'avais un profil un peu atypique quand on voit mon physique et ce que je savais faire. Parce que les gens verront ta photo, mais t'es très grande, blonde, les yeux bleus, t'es magnifique. Donc, en effet, t'es un peu un ovni dans cet univers-là, j'imagine. J'étais a priori, sur les 22 acheteurs qu'on était à l'époque, j'étais la seule femme acheteur. Après, il y avait 2 assistantes et j'étais, je crois, de 13 ou 14 ans, la cadette du plus jeune des autres acheteurs. Et j'étais la seule à sortir d'école de commerce et pas d'école d'ingé. Donc, j'avais un profil assez atypique. Et en fait, quand ça arrive, pour la première fois de ma vie, je me pose la question mais finalement, si tu n'avais pas été élevée dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce que toi, tu aurais fait de ta vie ? Et quand on se pose la question pour la première fois à 24 ans, il y a un champ des possibles énorme qui s'ouvre, mais on se retrouve un petit peu perdu. On en revient à la fameuse boussole. Et là, en fait, alors que en plus, je n'avais pas du tout développé de passion pour la finance pendant mon école de commerce,
Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je pense que c'est plutôt des sujets de système d'éducation au niveau de l'école, où en fait, ce qu'on nous enseigne, je trouve que parfois, ça manque un peu de sens. Et on ne donne pas forcément tout l'intérêt de ce qu'on nous apprend. Et en fait, oui, je m'oriente sur l'audit en commissariat aux comptes. Je rentre chez Deloitte en 2005. Et en fait, je découvre un métier qui est complètement nouveau. Alors en plus, moi, avec un profil assez atypique, puisque je suis la seule qui finalement a déjà travaillé en entreprise, ou une des rares à avoir déjà travaillé en entreprise. Donc j'ai forcément une approche et un profil un peu différent des autres auditeurs. Mais je découvre un métier qui est passionnant. La finance, c'est un métier qui est plutôt assez incroyable parce que c'est le nerf de la guerre. On aura beau dire ce qu'on veut, donc forcément tous les départements sont extrêmement importants dans une entreprise. Mais a priori, la plupart des boîtes aujourd'hui, des boîtes privées qui existent, elles ont tout un caractère lucratif. Ouais. Donc si on n'est pas capable d'en mesurer la rentabilité, d'en mesurer les principes d'investissement, tout ça, c'est vite compliqué en fait. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment une vision d'entreprise sous un angle très financier, très rentable, et en même temps, de par le poste que j'occupais, d'avoir une vision très transversale en fait de ce qu'on pouvait faire. Ouais, c'est un peu, t'es vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Ouais. Et au moment de basculer, du coup, t'y es restée 8 mois en tant qu'acheteuse. Ouais. Comment ton entourage, il a réagi à ce premier virage? Enfin, c'est quand même un grand virage de passer d'acheteuse à l'audit. Mon entourage m'a trop rien dit. Il savait que j'avais un tempérament un petit peu aventurière, ce qui est curieux parce que mon père est très ambitieux, mais n'a pas forcément ce tempérament aventurier. Ma mère, pas du tout. Elle est ni aventurière ni ambitieuse. Mais bon, ils ne m'ont rien dit, ils m'ont laissé faire. Ils étaient en confiance. Donc, il n'y avait pas vraiment de sujet. Mon compagnon de l'époque, lui, était également en cabinet, mais côté conseil. Donc, lui était plutôt très content qu'on puisse, au contraire, partager un peu, on va dire, les mêmes types de métiers, ou en tout cas la même culture d'entreprise. Donc, c'était plutôt chouette. Tu restes après, du coup, tu passes chez l'annonceur, c'est plus en com qu'on parle d'annonceur, mais du coup, tu vas dans l'entreprise après. Oui, donc en fait, je fais 4 ans avec Deloitte. Et le schéma assez classique, en fait, où au bout de 4 ans, je suis débauchée par un de mes clients, donc Orangina, alors à l'époque, c'est Orangina Schweppes France, qui devient ensuite Orangina Suntory France. J'y fais près de 10 ans. D'abord, je fais près de 6 ans en contrôle de gestion. Ensuite, il y a tout un projet de refonte. Pardon, j'ai la voix qui part un peu. Ensuite, je fais tout un projet de refonte, en fait. Enfin, je participe, c'est pas moi qui le fais. Je participe à tout un projet, en fait, de refonte des systèmes informatiques, dont de tout le RP. On fait également un rachat d'usine, une scission order to cash. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans cette société. Et en 2015, on me propose de reprendre le département de la comptabilité client. Alors c'est assez curieux parce que moi à l'époque, je disais toujours à mon chef de l'époque, je lui disais toujours, mais tu sais Florian, s'il y a bien une chose que je veux jamais faire en finance, c'est de la compta. Et le jour où il me dit, écoute, on a pensé à toi pour reprendre la comptabilité client, au début je le prends assez mal. Je lui dis, mais attends, mais moi j'ai toujours dit que je voulais pas faire de compta, je veux faire tout sauf de la compta, je suis pas d'accord, machin. Et il me dit, mais ne le vois pas comme ça, vois-le comme un projet. Parce que le département est à créer, il y a tout à construire, il y a l'équipe à embaucher, à faire monter en compétences, le système à faire tourner, et puis on ne va pas te donner que ça, tu vas récupérer le credit management, les contrats copackers, enfin bon. Il se passe plein de choses autour. Je l'écoute parce que c'est quelqu'un en qui j'avais, et j'ai encore d'ailleurs extrêmement confiance. Et donc je le fais. Et il a raison, je m'éclate. Je m'éclate pendant 3 ans parce que quand on part de la page blanche, il y a tout à construire. Donc, il y a plein d'embûches, il y a plein de choses qui fonctionnent, plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, on célèbre les succès, on se bat pour corriger ce qui fonctionne moins bien. Et ça me pousse comme ça encore 3 belles années chez Orangina. Qu'est-ce qui a fait du coup que tu as changé complètement de vie ? Alors, plusieurs choses. En 2015, après que je me sois séparée de mon premier mari, en 2015, je rencontre celui qui va devenir mon deuxième mari. Voilà, parce que j'ai eu plusieurs vies, en vie pro et en vie perso, qui lui, en fait, vient du monde du sport, qui travaille avec les médias. Et en fait, auprès de lui, je découvre un autre monde qui est le monde de l'événementiel, du sport que je fréquentais déjà un peu, mais pas autant forcément. Tu faisais quoi comme sport ?
Moi, je courais beaucoup. J'ai fait un peu de rallye automobile. Je cours d'ailleurs encore beaucoup. En automobile ou en course à pied du coup? En course à pied, voilà. Disons que j'aime beaucoup la course automobile, mais j'ai mûri, on va dire, sur mes valeurs écologiques. Ouais. Et j'ai un petit peu plus de mal aujourd'hui, même si j'aime beaucoup ça, j'ai un peu plus de mal aujourd'hui à me dire que je vais aller dans le désert avec des voitures qui consomment énormément. Donc aller dans le désert, oui, mais maintenant j'y vais à la force de mes jambes. Voilà, c'est un petit peu plus, plus propre, on va dire. J'avais interviewé, mince, j'ai perdu son prénom et son nom, c'est la honte, un grand champion du Dakar qui avait gagné 4 ou 5 fois en moto. Cyril Després. Ouais, Cyril Després. Ouais. Cyril Després, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il me dit, alors je l'ai interviewé il y a longtemps, donc du coup je sais pas où est-ce qu'il en est. Il avait un projet avec MyCorn de pouvoir créer des moteurs beaucoup plus écologiques. Je sais pas si tu as des news sur le sujet. Alors je sais pas, là, j'ai pas eu de nouvelles récentes. Je l'ai pas vu depuis l'année dernière, mais effectivement il a fait plusieurs Dakar avec MyCorn d'ailleurs. Oui. Cyril Després, c'est un très grand monsieur, un multiple champion. Je crois que c'est pas 4 ou 5, je crois que c'est 6 titres qu'il a en moto. J'avoue, en moto avec le Dakar. J'ai eu la chance d'aller chez lui, de voir. Il a une pièce en Andorre, où il a plein de pièces de collection, ses motos, ses tenues, c'est assez incroyable. J'ai même eu la chance de partir avec lui sur un de ses, c'est pas des quads, c'est des ça y est, je cherche mes mots. De partir avec lui sur un buggy. Voilà, j'ai eu la chance de partir avec lui en buggy sur un de ses camps d'entraînement. C'est absolument incroyable. Ce sont plus que des modèles, en fait. Ce sont des idoles pour les petits amateurs comme moi qui aiment le rallye automobile. Je vous recommande son épisode parce que vraiment, c'est une très, très, très belle personne. Et puis lui, son histoire, ce qu'il a emmené à devenir champion, c'est quand même exceptionnel. Donc, je fais juste le teasing. Non, mais il faut faire le teasing parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de très bien. Et il est lui-même d'ailleurs marié à Laïa Després, qui est aussi ancienne, je crois, je ne sais plus si c'est championne du monde, championne olympique, mais en tout cas, voilà. De ski, je crois. De ski. Ski ascensionnel, je crois, il me semble. Et donc voilà, il y a un vrai état d'esprit sportif. C'est quelqu'un avec qui moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à échanger et que j'admire beaucoup. Voilà. Donc du coup, tu cours à pied maintenant? Oui, je cours à pied. Alors j'ai pas encore fait le marathon. J'ai fait que des semis pour l'instant. Marseille-Cassis, j'imagine. Marseille-Cassis. Moi, j'ai fait le dernier encore cette année. J'ai plusieurs projets. Si d'ailleurs certains de mes amis écoutent ça, j'en profite pour leur rappeler qu'on a quelques projets, dont le marathon de New York. Et j'aimerais aussi faire le marathon des Sables, alors plutôt en semi. Il y a celui de Jordanie, mais on hésite en ce moment, vu le contexte, à y aller ou pas y aller. Et là, plus récemment, j'ai découvert qu'il faisait aussi un raid en Namibie avec le marathon des Sables, qui me plairait beaucoup. Voilà, donc ce sont mes prochains projets sportifs. Donc celui-là, tu rencontres ton deuxième mari. Oui, donc on en revient à ça. Ouais. Donc je rencontre mon deuxième mari et je découvre en fait un autre schéma de pensée. Lui en reconversion sportive. Enfin, sa reconversion est déjà faite depuis quelques années, puisqu'il avait arrêté sa carrière 7 ans auparavant. Il était devenu quoi, consultant sportif? Il était notamment consultant sportif, il est scaphandrier professionnel, enfin bon. Et en fait, je découvre un homme assez surprenant de par ses choix de carrière, plutôt d'ailleurs assez exemplaire dans le modèle de reconversion professionnelle, si un jour ça t'intéresse, et qui en fait, quelque part, m'ouvre un peu les chakras et me fait comprendre que il y a plein de choses à faire et qu'on peut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie quand vraiment on s'y intéresse. Et, de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive. Et assez vite, en 2016, je monte ma première société d'événementiel en plus, en fait, de mon job. Parallèle de ce gros projet. En parallèle de ce gros projet-là, je l'accompagne, je me forme à la production audiovisuelle, je me forme au live streaming, je me forme au montage, donc pour faire de la post-prod. Et en fait, lui et moi, on crée un média, on crée des émissions, on signe, d'ailleurs, on a des contrats à l'époque avec la Ligue nationale de rugby, notamment quelques émissions. Et on se lance comme ça. Et je découvre le monde de l'événementiel par la production audiovisuelle. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je découvre ce que c'est que le live. Et le live, il y a vraiment quelque chose de puissant finalement parce que, alors, que ce soit à petite ou à grande échelle, quand on appuie sur le bouton ou qu'on ouvre les portes, si on ramène ça à un stade,
ça y est, c'est l'heure. Et qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, il faut y aller, tout ce qui se passe là maintenant, il faut y aller. Et tout ce qui se passe là de suite, c'est du live, c'est du concret, c'est du réel, c'est du direct. Et on n'a plus droit à l'erreur. Et des erreurs, il y en a toujours. Donc, il faut savoir les traiter, réagir. Et c'est vrai qu'il y a une vraie adrénaline, en fait, qui se crée derrière. Et là, je me dis, mais c'est quand même sympa de faire ça. Et ça me plaît, et je fais ça pendant pas mal de temps. Comment ils réagissent, tes boss, au fait que tu lances une entreprise à côté ? Ils disent rien parce qu'en fait, c'est plutôt assez compatible. En fait, je fais ça les week-ends, donc il n'y a pas d'incompatibilité avec mon travail, ça se ressent pas. Oui, mais il y en a qui peuvent dire, oui, mais t'es pas à 100% pour... Oui, alors, en tout cas, si ça a été dit, je l'ai pas entendu. Ok. Mais non, je pense pas. Orangina, c'est une boîte... que j'apprécie beaucoup aussi, dans laquelle j'ai vécu des choses absolument incroyables. Hein. C'est une culture Orangina qui est unique en termes d'entreprise. J'ai souvenir, j'avais une amie qui bossait là-bas il y a longtemps maintenant, et ils partaient une semaine dans des pays en mode team building. Oui. C'était des trucs de dingue, quoi. Ouais. Alors ils le font moins maintenant, mais oui, moi à l'époque, je suis partie. J'ai fait le Brésil, j'ai fait Cuba, j'ai fait Oman, j'ai fait le Maroc, j'ai fait des tas de pays avec eux. Dans des conditions ultra privilégiées. Mais c'est vrai que du coup, le reste de l'année, on travaille tous comme des fous, mais avec une vraie envie de bien faire, parce que on sait qu'on a une vraie reconnaissance à la clé. Ouais. Voilà. Oui, et puis du coup, ça permet aussi de fédérer les équipes, de vivre d'autres choses. Mais c'est ça, exactement. Non, ils ont une vraie force de frappe en termes de culture d'entreprise et d'accompagnement des salariés. Donc même, de toute façon, moi je leur en avais parlé. Déjà d'un point de vue légal, on doit leur dire quand on crée autre chose, et on m'a jamais dit non. Ok, voilà. Et puis finalement, donc les années passent. 2018. Je me rends compte que comme dans toutes les sociétés, il y a des problèmes de process, des choses qui fonctionnent pas bien. Et puis ça faisait longtemps quand même, hein, tu es resté 10 ans, donc c'est ça. Au bout de 10 ans... Ouais. Et là, je me dis, mais finalement, pourquoi je me formerais pas au coaching d'entreprise ? Bon, j'avais été formée par Orangina, parce que c'est pareil, c'est une société qui investit beaucoup sur ses salariés en termes de formation. J'avais vu pas mal de formations sur tout ce qui est management, et je décide de pousser un peu plus loin. Donc en 2018, je commence une formation en coaching de dirigeants, et je prends un petit module de préparation mentale de sportifs pour le plaisir, parce que c'est une semaine de plus, et puis que je trouve ça plutôt très intéressant. J'apprends pas mal de techniques. J'apprends beaucoup sur moi aussi. C'est aussi les grands intérêts de ce genre de formation. Et en 2019, donc l'aventure avec Orangina finalement s'arrête définitivement. C'est toi qui décides du coup de partir ? Ouais. Je me dis, allez, c'est le moment de se lancer. J'ai en même temps en 2019 l'opportunité de partir au Japon. Pour vivre ma première Coupe du Monde de rugby. Je pars pour une société qui s'appelle Eventeam, qui m'ont fait pour lesquels j'ai pareil une très grande reconnaissance, parce que ce sont les premiers à me faire confiance dans un milieu finalement que je connais encore assez peu, que j'ai assez peu pratiqué. Et donc je pars au Japon en 2019, donc d'un côté pour faire de l'événementiel. Je termine mon mémoire de coaching en parallèle. Donc je pars là-bas. C'était quoi comme mission du coup ? Alors j'avais plusieurs étapes. La première mission était, j'étais venue manager. Donc la première mission était de lancer le club France en fait à Tokyo, qui est le club en fait de la Fédération française de rugby. Ensuite j'ai fait pas mal de repérages protocolaires à travers le pays. Et donc ça c'était assez chouette, parce que ça m'a permis de découvrir le Japon sous vraiment d'autres angles. Et ensuite, quand les familles des joueurs du 15 de France sont arrivées, puisqu'en fait la fédération permettait aux familles de venir pendant, on va dire, les périodes fin de phase de poule et avant les quarts de finale. Donc je suis devenue officier de liaison pour les familles des joueurs pendant 2 semaines. Et ça, c'était une aventure absolument incroyable, parce que moi, je vivais... du coup, comme je vivais auprès des familles, quelque part, je vivais auprès des joueurs. Et donc, j'étais un peu... Parce que moi, avec Christian, je ne l'ai jamais connu sur les terrains. Oui, est-ce que tu l'as rencontré ? Je l'ai rencontré bien après. Il avait raccroché le ballon. C'est ça. Donc, quelque part, même si ce n'était pas de lui dont on parlait, je regardais un petit peu tout ce qui se passait avec des yeux un petit peu admiratifs. J'ai vécu des moments absolument incroyables. Auprès des joueurs, j'ai assisté à des remises de cap, à des choses que normalement... C'est quoi la remise de cap ? Une remise de cap, en fait, quand un joueur est sélectionné pour la première fois en équipe de France, on lui remet une cape. Une cape, en fait, c'est une petite casquette symbolique qui représente, en fait, son cap. En fait, c'est sa première sélection. D'accord. Voilà. Et c'est quelque chose d'assez solennel. Souvent, les caps sont
sont des objets auxquels les joueurs tiennent. Et moi, j'ai pu assister à des choses comme ça, à des débriefings. Enfin, c'était absolument incroyable, même à des entraînements. Enfin, des choses qui normalement sont fermées au public. Ouais. Voilà. Et toi, à la base, avant de rencontrer Christian, tu étais déjà fan de rugby ou tu l'es devenu à son contact? Alors, j'aimais déjà le rugby avant. C'est pas Christian qui m'a amené au rugby, c'est le rugby qui m'a amené à Christian. Donc, j'aimais déjà le rugby. Bien sûr, j'étais pas autant impliquée dans ce milieu-là. Hein. J'étais quelqu'un qui aimait le rugby, mais comme n'importe qui aimerait bien le rugby, le foot, le sport. Après, c'est sûr que du jour au lendemain, on se retrouve vraiment plongé dans un milieu que j'ai découvert derrière et qui est absolument incroyable. Ouais. C'est un sport qui dégage énormément de valeurs, que ce soit des valeurs fédératrices, d'inclusion, d'équipe. C'est un sport de combat. Donc, on voit des guerriers sur le terrain, mais qui laissent un respect dès qu'ils en sont sortis, en fait, que je trouve vraiment exemplaire. J'ai déjà comparé un petit peu leur état d'esprit à celui des boxeurs. Ouais. J'ai eu la chance de participer à des combats de boxe où on les voit en fait vraiment se mettre dessus avec tout ce qu'ils ont pendant toute la durée du combat. Et à la fin, se féliciter, se prendre dans les bras. Enfin, je me dis, mais comment ils font? Moi, tu me tapes dessus pendant 15 minutes, j'ai pas envie de te faire un câlin, en fait. Donc, je trouve, en fait, que c'est un sport qui est assez incroyable là-dessus parce que ça demande une vraie maîtrise de soi, ça demande beaucoup de combativité. Moi, j'aime beaucoup à la fois et l'aspect très sportif du rugby et en même temps l'état d'esprit des joueurs derrière. Voilà. D'ailleurs, là, alors je suis pas du tout experte en rugby, je suis pas du tout, mais quelqu'un me disait récemment qu'apparemment Chabal avait des vrais problèmes de mémoire et qu'il y avait des gros sujets par rapport à tous les coups qu'il se prenait dans la tête. Ouais, j'ai vu l'interview effectivement, mais alors le rugby, comme je disais, c'est un sport de combat. Alors je suis forcément moins bien placée pour en parler que ceux qui ont été sur le terrain. Mais oui, il y a certains joueurs qui ont subi des commotions. Ouais. Le World Rugby, en fait, d'une manière générale, et l'ensemble des fédérations font énormément pour protéger les joueurs. Hein. Les plaquages hauts aujourd'hui ne se pratiquent plus, ils sont forcément sous la taille. Il y a de plus en plus de protège-dents qui sont faits. En fait, c'est des systèmes de protège-dents électroniques que les joueurs portent, ce qui permet en fait pour le médecin qui est en bord de terrain, par exemple, d'avoir directement et en direct l'impact en fait d'un éventuel choc à la tête. Parce que c'est pareil, quand on est dans des rocks, on voit pas forcément ce qui se passe. Là, ça permet d'avoir l'information en direct, de pouvoir détecter un potentiel risque de commotion, faire sortir un joueur sur un mauvais coup reçu à la tête qu'on n'aurait pas forcément détecté depuis le bord du terrain. Avec en plus derrière, il faut quand même le dire aussi, des joueurs qui n'ont peut-être pas envie de quitter le terrain parce qu'ils sont là pour gagner. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Bon, malheureusement, comme dans tous les sports, on n'est jamais encore à l'abri d'un mauvais coup, d'un accident. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel, en tout cas, le World Rugby travaille énormément. Il y a eu tout un tas de protocoles complémentaires qui ont été mis en place justement pour éviter ce genre de soucis. Et donc du coup, tu t'immerges dans cet univers, tu prends un goût pour tout ce qui est événementiel. Là, donc premier contact, comment tu le vis là, le fait qu'on te donne ta chance? Comment ça s'est passé pour qu'on te donne ta chance pour pouvoir aller au Japon? T'as postulé ou comment? Alors en fait, ça démarre de manière assez simple à l'époque. Donc Christian repart avec TF1 en fait. Au Japon pour être en bord de terrain sur tous les matchs de l'équipe de France. Et il me dit je voudrais que tu viennes avec moi. Et je lui dis écoute, venir avec toi, oui, mais il y a 2 solutions. Soit j'arrive à me trouver un boulot sur place et je viens pendant 2 mois, mais par contre je reste pas rien faire moi pendant 2 mois, c'est pas possible, je vais pas tenir. Donc je viendrai 10 jours, 15 jours maximum. Et puis finalement, à force de chercher, il s'avère que donc Igor Juzon cherche un profil. Alors, j'ai pas forcément le profil expérience en termes d'événementiel, mais finalement, j'ai pas mal d'autres atouts. Je suis moi-même femme d'un ancien joueur, donc forcément une approche plus simple aussi vis-à-vis des familles. J'en connais certaines. On est sur une confiance qui est là. Et Igor, je pense un peu par amitié aussi, décide de me faire confiance. Je l'ai recroisé il y a pas longtemps. Je crois qu'il a pas regretté, il me semble bien. Voilà, donc ça se fait un petit peu par opportunité comme ça, sauf qu'en fait, quand je reviens de la Coupe du Monde de rugby, je reviens complètement piquée. Je veux plus faire autre chose en fait.
C'est vraiment ce que je veux faire. Donc là, on est, pour resituer un petit peu les choses, on est en fin octobre, même début novembre 2019. Et en fait, c'est là où un petit peu tout bascule. En fait, finalement, l'histoire, c'est vraiment... c'est un concours de providence, de prise de risque, de sortie de confort. Et puis, on en revient toujours à cette même boussole, ce moment où on est à un carrefour et on a toujours ce même éternel chemin sur lequel on est. Et où on se dit, bah tiens, il y a plein de chemins là d'un coup qui s'éclairent et qui s'ouvrent. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Et bon, moi, je décide d'y aller. Donc, fin 2019, donc je rentre. Je crée une deuxième société pour séparer mes activités d'événementiel et mes activités de coaching, en fait, d'entreprise et de préparation mentale. Je suis convaincue que tout va bien se passer. Janvier, février 2020, je me dis, allez, c'est bon, je me lance, développement commercial. Et on en commençait à entendre parler d'une certaine maladie qui s'appelait la Covid-19, mais qui à ce moment-là, je sais pas, je devais être dans un déni personnel de la chose. Je me disais non, mais pas d'impact pour nous. On était épargnés, mais pas du tout. Mars 2019, donc alors que je viens de me mettre à mon compte, que je lance mes activités, fin du game. Très clairement, je suis dans l'événementiel, je suis dans le sport. L'événementiel s'arrête, le sport s'arrête en tout cas pour les compétitions. Tout devient très compliqué et là, le choc, ça s'arrête beaucoup pour mon mari aussi, ça s'arrête pour moi. J'ai la chance à ce moment-là de pouvoir signer dans le e-sport, qui est peut-être le seul sport qui continue encore avec MCES. Je deviens préparateur mental donc d'une équipe qui joue en 2e division en compétition européenne pour League of Legends. Je découvre complètement ce milieu-là. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Alors moi, j'avais des petites consoles quand j'étais jeune, mais ça n'a jamais été très loin. Tout au mieux, j'ai une Wii. Voilà, Tetris, la Wii, Just Dance. Enfin, vous voyez, des choses très, très simples. Et mais bon, je me lance. Je fais aussi de la préparation mentale pour un jeune qui était, lui, sur FIFA. Je me régale. Je découvre un monde absolument incroyable. Je vis ça. En parallèle de ça, avec Christian, on décide de lancer des émissions en live streaming pour la Ligue nationale de rugby pendant tout le confinement. On fait ça de la maison. On arrive à faire des émissions avec des invités de manière complètement déportée. On est content, ça nous occupe, ça nous évite de nous taper dessus pendant ce temps-là, donc c'est plutôt pas mal. On fait ça pendant pas mal de temps. Mais je comprends très vite que, comme toute personne qui se met à son compte, le compteur tourne, on a les périodes de chômage qui nous permettent de vivre, mais que ça ne va pas suffire. Et puis, je prends un peu peur. Pour être honnête, je me dis, voilà, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et j'ai choisi le plus mauvais moment pour le faire. C'est pas grave, on rebondit toujours. On est des chats, comme on dit. Et fin juin, début juillet 2020, je vois passer une offre, parce que bien évidemment, je suis tout ce qui se passe sur les Coupes du Monde de rugby. Je vois qu'on cherche un directeur de site, pour Marseille notamment, mais pour les 9 sites plus Paris. Et je me dis, mince, il faut que je postule. Bon, je cherche comment postuler, je finis par trouver le bon créneau pour arriver à postuler, et puis je me dis, mais je vais jamais y arriver, je vais jamais avoir le profil. Bon, je revenais d'une Coupe du Monde, je regardais. Et puis finalement, quand je prends la description du poste, je me dis, finalement, tu coches quand même beaucoup de cases. C'est quoi du coup la description du poste ? Alors la description du poste, il y avait, c'était beaucoup de management, beaucoup de coordination, création de départements, développement des équipes, connaissance du milieu du rugby, connaissance du territoire. Et là, en fait, je réalise que, et c'est un message d'ailleurs aussi pour les éventuels dirigeants d'entreprise qui pourraient écouter ce podcast, j'ai réalisé qu'on avait un peu trop tendance à être enfermé dans des hard skills et dans des secteurs d'activité, et qu'en fait, même nous, on peut avoir un vrai potentiel dans des jobs et dans des missions qu'on n'a jamais faites. Ouais, et puis même on peut apporter un regard externe d'autres secteurs d'activité, voilà. Et du coup d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ça. Parce que toutes les soft skills, en fait, je les avais. À 2-3 détails près. J'avais pas de connaissances en broadcast, mais c'est pareil, j'avais pas de connaissances en broadcast, mais quand on me parlait un petit peu de médias, je comprenais parce que j'avais un peu traîné dedans quand même. Oui, puis après ça s'apprend. Et puis ça s'apprend, en fait. Et donc je passe les entretiens, un premier entretien, un deuxième entretien. Après on me fait passer des tests de personnalité. Arrive en septembre, troisième entretien. Je me dis puis à un moment donné, je me dis de toute façon tu vas tomber. Il y a une marche depuis laquelle tu vas tomber. Même moi
Alors je dis que j'y croyais pas, mais je mens un peu parce que si j'y vais, c'est que j'y crois un minimum. J'aime pas mettre. T'as pas envie d'y croire peut-être. Alors je sais pas si j'ai pas envie d'y croire. Je crois qu'en fait comme je veux pas être déçue, tellement j'ai envie d'y aller, comme je veux pas être déçue, je me dis bon allez, attends-toi à te faire sortir avant la ligne d'arrivée. Mais en même temps, je me connais, je mets pas d'énergie sur quelque chose si j'y crois pas du tout. Donc si j'y mets de l'énergie, c'est parce que j'y crois suffisamment. Et puis arrive le 4e entretien, et là on me dit bon alors vous n'êtes plus que 8 candidats pour Marseille. Je dis super et tout. Et là dans ma tête, je me dis bon c'est bien, t'auras fait un bon bout de chemin. Bon, éliminé quand il en reste plus que 8, c'est honorable, voilà. Et on me dit, bon, il n'y a que des super profils. Alors là, je me sens un petit peu heureuse. Je me dis, super, moi aussi, je dois être un super profil. Et on me dit, mais est-ce que finalement, vous voulez absolument aller à Marseille parce qu'il y a d'autres sites il y avait 9 sites en France sur lesquels on a moins de candidats, vous aurez peut-être plus de chance. Et là, en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai pas envie de me laisser faire. Je sais ce que je veux, je sais exactement ce que je veux. Et je leur dis, en fait, j'inverse la tendance et je leur dis non, mais en fait, moi, si vous me voulez, c'est Marseille ou rien. Je sais pas ce qui me prend de leur dire ça, parce que je suis personne pour dire ça. Et je leur dis non, mais moi, ce sera Marseille ou rien. Et puis, si c'est rien, tant pis, j'aurai pas de regrets, mais j'irai pas ailleurs. Et puis, finalement, je passe mon tout dernier entretien avec le directeur général de l'époque, qui se passe très bien, que je connais pas. Et donc, on me rappelle 15 jours plus tard et on me dit, écoutez, si vous voulez toujours faire le job, ce sera vous. Donc, d'un processus de recrutement qui a démarré début juillet, fin octobre, on m'appelle. Oh, c'est hyper long. C'est hyper long, mais en plus, on est en période de confinement. Je passe des entretiens, mais je rencontre jamais personne, en fait. Donc, c'est assez curieux. Et là, en fait, c'est toute une aventure, toute une vie qui redémarre encore complètement à zéro. Je prends un job moi-même en me disant, oh là là, mon Dieu, mais... ce que tu viens de prendre, c'est énorme, c'est incroyable. C'est une mission de combien de temps ? C'est une mission de 3 ans. Ah ouais. Ouais. Et là, je suis face à moi j'ai devant moi un challenge qui est dingue. Et finalement, je me dis, mais aie confiance en toi. Si eux, ils ont décidé de te choisir, c'est que tu peux le faire. C'est que tu en as les compétences. Ils n'auraient jamais fait n'importe quoi. Les enjeux sont trop importants. Marseille était le 2e site après Paris. Donc je me dis, mais si eux ils ont cru en toi, toi aussi crois en toi en fait. Et je me lance dans l'aventure. Ça part de rien, puisqu'il faut d'abord trouver des bureaux. C'est ma toute première mission. C'est bon, trouve-toi des bureaux. Donc c'est ce que je commence par faire. Ensuite j'accueille l'équipe, mais c'est pareil, on est encore une fois en plein confinement. La première fois où je rencontre mon équipe, on est en visio, chacun chez soi. C'est compliqué aussi de fédérer une équipe au démarrage quand on ne les voit pas. Qu'on ne sait pas quand on va pouvoir les réunir, si on va pouvoir les réunir tous ensemble, en partie. Enfin voilà, donc tout ça est quand même, en termes de management, est très compliqué. La mission met un peu de temps à démarrer de manière opérationnelle. Donc du coup, ils t'ont dit OK fin octobre, et vous avez commencé quand ? 1er décembre. 1er décembre. Donc moi, je monte à Paris. Là, je rencontre tous mes collègues. C'est assez incroyable parce qu'en plus, on vient tous de milieux complètement différents. Mais il y a eu... Seule femme, non ? Non. Il y avait sur les 9 directeurs de site, plus le directeur du site de Paris, donc 10 personnes, on était 4 femmes. D'accord. Donc c'est plutôt assez incroyable. Des profils très complémentaires et surtout une entente entre nous 10 qui est assez dingue. Et je trouve ça vraiment chouette parce que même encore aujourd'hui, d'ailleurs, on est encore tous en contact. Et il n'y a jamais eu de mésentente entre qui que ce soit au sein des directeurs de site. Et ça nous a tous vraiment aidés, beaucoup poussés, parce que c'est pareil, quand on démarre, qu'on est à distance, qu'on part de la page blanche. Il y avait des gens qui venaient déjà du monde de l'événementiel, des gens qui venaient du monde du rugby, des gens qui avaient des profils plutôt entreprise privée, management comme moi. En fait, on avait tous à un moment donné un domaine d'expertise qui pouvait apporter à l'autre. Trop chouette. Et en étant tous à travers la France, on s'est tous poussés les uns les autres. Et ça, c'était vraiment une très, très belle aventure entre nous. Ouais. Trop bien. Ouais. Et ça s'est passé comment alors ? Alors j'espère que je me trompe quand je dis ça, mais moi aujourd'hui, c'est pour moi ce qui, a priori, sera la plus belle aventure professionnelle de ma vie. J'espère vraiment me tromper, parce que ça veut dire que si je vais vivre mieux, ce qui m'attend devant est absolument génial. Mais c'est assez incroyable parce qu'en fait, déjà, du jour au lendemain, je me retrouve pour la première fois de ma vie mise en lumière. Je m'y attendais pas, en tout cas pas à cette échelle-là au niveau local. Donc, je découvre autre chose.
Donc ça, c'est un premier élément qui m'a un petit peu surprise au démarrage. Et puis par contre, derrière, en revanche, ce qui est assez génial, c'est que on se rend compte qu'en fait, on vient d'intégrer une grosse machine. Alors même si en France, le rugby n'est pas le sport principal, surtout que nous, on arrivait moins d'un an avant les Jeux Olympiques, qui eux sont énormes. Je crois que c'est 9 fois le budget de la Coupe du Monde de rugby. C'est colossal. Donc on était un petit peu l'événement avant le grand événement. Même si nous-mêmes, on est un grand événement, bien évidemment. Mais là, en fait, ce que je découvre, c'est quelque chose d'absolument dingue, parce qu'en fait, on touche à tous les sujets quand on est en direction de site, que ce soit les sujets de management, donc avec les équipes, les sujets de toutes les relations avec les collectivités, donc soit développer les conventions qui ont été signées avec l'ensemble des collectivités, soit faire signer les conventions quand elles n'ont pas été signées ni même négociées. C'est des conventions de quoi ? En fait, ce sont tout simplement des conventions de partenariat avec la ville de Marseille, la région, le département, la métropole, enfin l'ensemble des institutions sans lesquelles, de toute façon, on ne pourrait pas aboutir à une Coupe du Monde de rugby. Donc ça, c'est pareil, ce sont des relations assez nouvelles pour moi. J'ai jamais travaillé avec le secteur public. Donc je découvre un autre monde qui est passionnant, qui est très complexe, dans lequel il y a d'autres mécanismes, d'autres aspects légaux, d'autres manières de fonctionner, d'autres influences, de la politique un petit peu au milieu, même si nous, à notre job, bien évidemment, on n'en fait pas. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Donc je découvre ça, je découvre aussi des milieux beaucoup plus techniques au sein des stades. Parce qu'en fait, c'est vrai, quand on arrive comme ça, on est spectateur, on s'imagine qu'en fait, un stade, on rentre dedans, ils ont enlevé des cages, ils ont mis des poteaux et ça s'arrête là. Mais en fait, non, pas du tout. C'est des mois et des mois de réflexion sur les bons aménagements, les bons emplacements de caméras, les bonnes dimensions, les bonnes mises aux normes, les bons flux. Enfin, c'est énorme, en fait. Ouais. On se rend pas compte. On peut pas se rendre compte tant qu'on l'a pas vécu à quel point, finalement, la mise en conformité d'un stade pour des grands événements mondiaux comme ça peut prendre du temps, ça peut être extrêmement chronophage. Moi, je crois qu'une fois, j'ai passé 6 heures devant 8 ou 10 sièges pour savoir où on mettait la caméra. Là, je me suis dit, mais il y a 36 caméras, les gars, ça va être long jusqu'au bout. Donc, c'est un métier vraiment dingue. Ouais. J'ai découvert donc tout ce milieu-là. J'ai découvert aussi forcément tout le milieu des stades. Je me suis découverte une passion pour les stades. Maintenant, quand je rentre à l'Orange Vélodrome, je sais pas, j'ai une espèce d'émotion absolument incroyable. En fait, j'ai des tas de souvenirs. En fait, quand je rentre dans le stade, et notamment quand il est vide, moi, j'ai l'impression d'y retrouver l'âme de ce que j'y ai vécu, et c'est un autre univers, en fait. J'ai jamais eu l'impression d'avoir bossé. J'ai juste eu l'impression d'avoir vécu une aventure qui est juste dingue. Donc, on travaille là-dessus. On a eu la chance de recevoir à Marseille l'Africa Cup, qui est donc le tournoi de sélection de l'équipe africaine pour la Coupe du Monde de rugby, un petit peu plus d'un an avant la Coupe du Monde. Donc ça, c'est pareil. C'était un événement avant l'événement. On a tout organisé ici. C'était génialissime, on rencontre les équipes, on rencontre tous les aspects sportifs, on découvre le monde des médias, on découvre le monde de la sécurité, qui est un vrai sujet, tous les sujets de mobilité aussi. Je découvre aussi toutes les relations avec les services de l'État, notamment les relations avec les préfectures. Et là, en fait, on se rend compte on a conscience de tous ces sujets-là. Mais c'est pareil, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, on ne se rend pas compte à quel point c'est complexe. Ouais. On ne se rend pas compte de l'ensemble des enjeux, en fait, qu'il peut y avoir derrière. La mobilité est un sujet extrêmement sensible. On était, nous, en plus, à Marseille, le seul stade de centre-ville. Ouais. Donc c'est là où c'est extrêmement compliqué aussi. C'est que finalement, on harmonise 9 stades pour avoir 9 expériences. Alors imaginez quand on vous dit qu'il faut avoir la même expérience à Nantes, à Saint-Étienne, à Marseille et à Paris, pour que le supporter, en fait, vive la même expérience partout et trouve le même niveau de qualité. Oui, mais au démarrage, on a des produits extrêmement différents. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on harmonise. Tu peux pas déplacer ton stade, tu peux pas refaire la déco, c'est pas le sujet. Non, on peut pas. Alors on refait la déco. On refait la déco parce que on a un certain nombre de règles aussi avec les partenaires. On ne doit pas afficher des partenaires autres que les nôtres. Les affichages partenaires doivent être les mêmes partout pour tout le monde.
Voilà, il y a eu des sujets de naming du stade. Bon, je te passerai les détails, mais c'est vrai que Orange était notre partenaire. Le stade s'appelle Orange Vélodrome. Pour autant, on ne pouvait pas utiliser Orange Vélodrome, ni même afficher Orange sur le mur du stade. Donc voilà, donc je vais passer tous les détails techniques derrière tout ça, mais tout ça, ce sont des vrais sujets. On a eu tellement de choses en fait qui sont produites. C'est quoi le truc le plus dingue que tu gardes en mémoire? Je crois que, alors je sais pas si c'est parce que, en plus les événements qui ont eu lieu hier ont chamboulé le monde entier, mais je crois que parmi les événements les plus dingues, c'est le jour où j'apprends à 5 mois de la Coupe du Monde de rugby qu'on va recevoir une messe papale entre 2 matchs à Marseille. Je crois que décidément à Marseille on sera à jamais les premiers. Ça n'est jamais arrivé, je crois, dans l'histoire d'aucune compétition mondiale, hein, ni foot, ni rugby, ni quoi que ce soit, de recevoir le pape en pleine compétition entre 2 matchs. Donc ça, c'est assez incroyable en fait de vivre ça. Et je crois qu'en fait, dans les souvenirs aussi qui moi me marquent, il y en a plusieurs. Il y a la première ouverture des portes, qui en plus est compliqué à Marseille. La première fois, on a des problèmes de flux, qu'on corrige très vite, mais c'est extrêmement fort. Ouais. Le jour où on appuie sur le bouton et on dit ça y est, c'est parti. Il y a ce sujet de messe papale. Il y a l'hymne aussi du match France-Namibie, donc l'hymne française, même si nous, en tant que comité d'organisation, on est neutre et on n'a pas le droit d'afficher aucun soutien à notre équipe nationale. Forcément, quand la Marseillaise résonne dans le stade, j'en ai des frissons quand j'en parle encore. Pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. On se dit, mon Dieu, mais on a fait tout ça pour ça. Quand on voit les sourires des supporters, on se dit, ça fait des semaines et des semaines, je dors 2 heures, 3 heures par nuit, et encore, quand je dors, c'est pour penser à ce que je vais faire le lendemain. En fait, voilà pourquoi on fait le job, en fait. C'est pour donner du plaisir aux gens, donner du plaisir aux supporters. Et puis, il y a eu des scènes aussi très incroyables à Marseille. On a un moment très fort pendant la Coupe du Monde de rugby, qui représente bien en fait les valeurs véhiculées par ce sport sur un match Afrique du Sud-Tonga, 1er octobre 2023. On est sur 2 peuples qui sont extrêmement croyants. Et en fait, à la fin du match, les Tongiens donnent tout ce qu'ils peuvent. Et même si le stade, d'ailleurs, aime beaucoup l'Afrique du Sud, on est tous pour les Tongiens à ce moment-là, parce qu'en fait, on sait tous que l'équipe de France va rencontrer l'Afrique du Sud en quart de finale. On perdra contre eux, d'ailleurs. À la fin, en fait, les 2 équipes se mettent en rond ensemble et prient ensemble sur le milieu du terrain. Et ça, c'est une image qui, pour moi, fait partie des vraies images fortes de ce qu'on a vécu à Marseille. Et bien évidemment, le dernier match qui est dingue, c'est Angleterre-Fidji. Les Anglais gagnent, évidemment. Finissent avec une chanson, alors que moi, forcément, quelque part, je la ramène un peu égoïstement à moi. Il termine, c'est notre dernier match à Marseille. Donc pour nous, ça y est, l'aventure est finie. Il y a tout le démontage, mais l'aventure est finie. Et en fait, c'est Sweet Caroline qui retentit dans tout le stade. Et là, moi, je me dis, mais c'est pas possible, n'écoute pas ça, tu vas pleurer. Mais c'est assez incroyable. C'est vraiment assez incroyable. Donc, c'est pas un moment fort. Ouais, ce sont des tas de moments forts. Et voilà. Et puis après, tout ce qu'on a vécu avec l'équipe, en fait. Comment t'as géré, du coup, pour ta santé mentale, tout ça? Alors, moi, ça allait dans le sens où, en fait, quand on intègre une machine comme ça, et qu'on est, entre guillemets, le meneur, le meneur de jeu dans les backstage, on sait très bien que si nous on flanche dans les moments difficiles, alors je dis pas que toute l'équipe va flancher, mais en tout cas le message qu'on envoie il est pas bon. Donc même dans les moments où c'est un peu plus hard, on sait très bien qu'on est meneur de jeu. Donc je saurais pas bien expliquer ce qui se passe dans nos têtes, mais moi souvent ce que j'expliquais à mon équipe, c'est laissez vos problèmes dehors, prenez et vivez à fond ce que vous allez vivre, parce que c'est ce qu'on va avoir là, même dans les moments difficiles, on va en garder quelque chose d'extrêmement puissant. Et je saurais pas bien expliquer comment tout ça s'opérait. Mais en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de décrochage qui se fait quand on récupère les clés du stade. Donc tu sais que c'est, en fait, après, tu sais que c'est une parenthèse aussi. C'est ça. En fait, peut-être par rapport à quand t'es dans une entreprise, il n'y a pas de date de fin, c'est un CDI, entre guillemets, tandis que là, c'est un CDD, on sait quand est-ce que ça commence et on sait quand est-ce que ça finit. C'est un peu comme pour une compétition, en fait. Tu rentres dans un état d'esprit de concentration où là, tu as un objectif. Et ton objectif, c'est sortir chacun des matchs
avec ton premier objectif, c'est que le match ait lieu, qu'il ait lieu à l'heure, qu'il soit diffusé en télé, que les supporters soient dans le stade. Ça, c'est tes premiers objectifs de base. Et après, tout ce qui se passe derrière, ça doit être parfait également, mais entre guillemets, ça vient pas au second plan, mais il y a la base. Priorité, La base, c'est le match à l'heure avec les supporters diffusés en TV. Ça, c'est le postulat de départ. Et en sécurité. Et en sécurité, bien évidemment. Et tout ce qui vient derrière, c'est comment optimiser les conditions et rendre l'expérience unique. Mais quand on se met dans cet état d'esprit-là, en fait, c'est une grosse préparation avant. Moi, souvent, je disais aux jeunes, quand ils me disaient préparez-vous. Vraiment, préparez-vous et puis surtout préparez l'après. Parce qu'on a souvent tendance à penser à l'état d'esprit pendant, mais en fait, finalement, l'état d'esprit pendant, on vit tellement dans un rythme où on est sous pression, sous adrénaline, on va bien. C'est comme pendant une compétition sportive. C'est quand tout s'arrête. C'est compliqué. C'est ma question d'après. C'est comment ça se passe l'après. Parce qu'en effet, c'est comme après ton mariage, tu l'as préparé pendant 1 an. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Les invités s'en vont, tu démontes. Et là, t'as le wedding blues, quoi. C'est ça, la vraie vie derrière. C'est un petit peu pareil, en fait. Pendant qu'on y est, on s'en rend pas compte. Et puis finalement, on vit des moments tellement forts entre nous. Et puis de voir l'ambiance qu'il y a dans tous les matchs, ça nous porte en fait. Donc on sent qu'on est fatigué, mais on s'en rend même pas compte quelque part. Et puis moi j'ai essayé vraiment de fédérer au maximum les équipes, faire en sorte que tout se passe bien. J'ai eu la chance en plus d'avoir à Marseille quasiment aucun problème à ce niveau-là. J'avais une superbe équipe à Marseille et ça compte énormément. On a démarré à 10 3 ans avant. Après, on monte sur site, on va dire vraiment purement salarié, 80. Quand on rajoute les prestats et les bénévoles, on monte à 900. Et tous les prestats externes, je crois on est plus de 1500, 2000 sur énorme. site. C'est énormissime. Donc, on peut pas, de toute façon, on peut même pas connaître tout le monde. Donc, et puis il y a quelque chose aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais qui est extrêmement important, ce sont les bénévoles. Quand on a Marseille, on avait 600 bénévoles. C'est énormissime parce qu'en fait, eux, ils arrivent. Ils sont juste là pour vivre une aventure. Ils sont là pour rien d'autre. Ils sont là pour rencontrer des gens, s'amuser, participer, contribuer à quelque chose qui les dépasse complètement. Et en fait, chacun arrive avec son sourire, sa bonne humeur, sa volonté, son envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme dans ces grands événements-là. Sans les bénévoles, en fait, on ferait rien. Déjà, on serait incapable d'être ne serait-ce que rentable. Et puis ils amènent vraiment autre chose. Eux, ils sont vraiment là pour partager. Bon, nous aussi, mais nous, c'est notre job. Eux, c'est juste là, c'est juste le plaisir, en fait, qui les pousse à être là. Et ça, je trouve que quand ils arrivent, il y a vraiment quelque chose en plus qui vient, qui s'instaure. Et ça nous pousse nous-mêmes de se dire, mon Dieu, mais quand on voit tous ces gens, en fait, qui sont là, qui se donnent pour nous et qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes, on a, nous aussi, envie d'être exemplaires. Et même moi, j'ai jamais ressenti la fatigue parce que quand on a une équipe qui suit et qui fait même plus que suivre, qui pousse en fait, on avance, tout simplement. On avance et on tire devant avec eux. Et en fait, on se rend compte que c'est facile de les tirer parce que derrière, ça pousse tellement fort que tout se passe bien. C'est vraiment l'après. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. C'est l'après. Moi, je les avais beaucoup préparés, notamment les plus jeunes, ceux qui vivaient leur première aventure. Moi, je l'avais vécu au Japon. C'est vrai que quand on était rentré 48 heures avant, tu es en quart de finale devant ton équipe et tu y crois et 48 heures plus tard, tu es dans l'avion et tu dis mais attends, je vais vraiment faire les demi et la finale devant ma télé là, comment c'est possible? C'est extrêmement violent et c'est un vrai processus de deuil. Il faut savoir que le démantèlement d'un site, ça va très vite parce que un stade, ça doit rester en activité permanente. On avait 5 jours pour le démonter, pour le rendre, puisque derrière, la Ligue 1 devait continuer. Donc c'est violent parce qu'en fait, vous avez tout le monde qui vient reprendre le matériel. Donc on est là, on vient, vous bossez encore, mais il y a quelqu'un qui vient vous reprendre votre chaise. Tu dis mais moi en fait, j'ai pas encore fini de bosser là, c'est pas possible. Et puis tous les jours, les gens partent, arrêtent leur mission. Donc même toi, t'es là, t'arrives pas à savoir qui part quand parce qu'il y a trop de monde. Donc tous les jours, tu as des gens qui viennent te voir, qui disent c'est mon dernier jour. Et là, tu dis mais à toi aussi, je te revois plus, ça y est, c'est fini. Et très vite, en une semaine, on repasse de centaines de personnes à
à 20, 25, puis 15, puis 10, puis... Toi, tu as été voilà. en mission jusqu'à combien de temps après ? Jusqu'au 15 novembre, donc un mois après la fin de la Coupe du Monde, en tout cas à Marseille, donc 15 jours après la fin de la finale. Et ouais, c'est assez étrange parce que moi, quand je suis partie, finalement, on n'était plus que 3. Ouais. C'est très, très étrange. On a, d'un côté, on a envie que ça s'arrête parce qu'on se dit, oh là là, mais c'est trop dur. Et puis de l'autre, on est un peu dans le déni de se dire, mais ça va reprendre. Enfin, on aurait tous pu vivre une saison entière comme ça, en fait. Et tu as fait quoi, du coup, pour affronter ça ? Alors, je me suis lancée dans un autre défi. Je me suis dit, un temps fort par un temps fort, voilà. J'ai 2 amies, Muriel Urtis et Stéphanie Braise, qui sont 2 nanas absolument extraordinaires, qui, un petit peu avant le début de la Coupe du Monde de rugby, me disent « Caro, on va faire le raid des Alizés, c'est en équipe de 3 et on s'est dit que tu allais être la 3e. Et tu peux pas dire non. » Oui, alors. C'est quoi le raid des Alizés ? Le raid des Alizés, c'est un raid qui a lieu en Martinique tous les ans, qui est un raid sportif féminin, donc qui est multi-activité. Il y a 4 jours d'épreuves où on fait notamment du kayak, du trail, du VTT et de la course d'orientation. Alors, moi, quand je leur dis oui, en fait, je suis déjà pas loin de la Coupe du Monde, donc je dis oui, mais je prends pas vraiment le temps de regarder ce que c'est. Je dis oui, je sais que ça va être dur, mais je me pose pas trop de questions. Moi, de toute façon, dès lors qu'on me dit t'as pas le choix et tu peux le faire, voilà, le t'es capable, c'est un leitmotiv chez moi qui est assez fort. C'est un vrai ancrage personnel, le tu es capable de. Et donc, j'y vais, et sauf qu'en fait, quand la Coupe du Monde de rugby s'arrête, moi, ça fait... j'ai perdu 4 ou 5 kilos. J'allais dire, est-ce que tu as pu faire du sport pendant mais toute pas du cette tout. période-là à part le regarder ouais. Pas du tout. Je crois que je suis allée faire... je crois que j'ai couru une fois en 3 mois. J'ai fait aucun sport. J'ai perdu du poids alors que j'ai mangé. Mais en fait, on est tellement à un rythme de dingue que voilà. C'est assez fou. Et puis là, je suis à 3 semaines de ce défi. Et je me dis, remets-toi au sport. Et là, je vais voir les vidéos du raid. Il faut savoir que j'ai très peur des araignées. On peut me faire à peu près tout et n'importe quoi si on me met une araignée devant moi. Et j'ai le vertige. Et au-delà de ça, je ne suis pas non plus très à l'aise en VTT. Voilà. Et je n'ai jamais fait de canoë de ma vie. Voilà, j'ai posé le décor. Et en fait, quand je vois les images des sessions d'avant, je me dis, mais c'est juste une blague, en fait. Ce truc, je crois que ça doit être le raid féminin peut-être le plus dur au monde, en fait. Ascension de la montagne pelée au travers de la forêt tropicale. Hein, donc... c'est pas compliqué, il y a tout, hein. Il y a les araignées, les ravins, il y a tout ce que j'aime, la totale. Le canoë, je réalise qu'en fait c'est pas une balade, hein. Oui. J'en ai jamais fait. D'ailleurs, la première fois de ma vie que je mets mes fesses dans un canoë, c'est sur la ligne de départ avec les filles. C'est assez drôle. Et voilà. Et puis, mais bon, j'y vais. J'ai un peu peur quand même dans l'avion. Mais finalement, ça m'a aidée parce que je suis passée d'un temps fort à un autre temps fort. Et en fait, je suis allée me chercher tellement loin, mais vraiment tellement loin sur ce raid que ça m'a aidée à franchir le cap de la Coupe du Monde. Je remercie encore les filles pour ça d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand je suis partie, je me disais, allez, t'as vécu 3 rallyes des gazelles, t'es passée partout dans ce truc-là. Enfin, pareil, j'ai vécu des aventures où il y a eu des fois où je me suis dit, là, c'est fini, tu ne t'en sortiras pas. Et puis finalement, on en revient toujours, donc on apprend beaucoup sur notre mental. Et là en fait mais c'était tout à la force des jambes, sauf que j'étais pas entraînée, et je le dis à toutes celles qui veulent faire le raid des Alizés, faites-le mais partez entraîner. Faites-le mais entraînez-vous, c'est trop dur sinon. Vraiment, moi je suis allée chercher très très loin, et j'ai vécu pour la première fois de ma vie des moments où et le corps lâche et le mental lâche. Et alors là, quand t'es au fond et que t'as plus rien, qu'il te reste que tes copines pour te tirer, ça devient dur. Ça devient dur pour moi. C'est 4 jours. Mais ces 4 jours, moi j'ai vécu... j'ai eu des vrais moments de plaisir, mais j'ai eu des vrais moments d'angoisse, en fait. Où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Et quand on passe la ligne d'arrivée finale, hein, parce que... ça sert à rien de passer la ligne d'arrivée avant ses copines, hein, c'est quand la dernière est passée qu'on a gagné, ou pas gagné d'ailleurs. Là, c'était pas l'enjeu. Hein. Là, c'était pas l'enjeu. Là, moi, l'enjeu, c'était arriver entière au bout. C'est assez dingue. Ouais. C'est vraiment assez dingue parce que
Bon, elles, je pense qu'elles ont vécu une vraie épreuve de solidarité pour moi, parce que je pense qu'elles ont compris que j'étais vraiment pas prête. Et moi, j'ai vécu une vraie épreuve de solidarité vis-à-vis d'elles, parce qu'elles m'ont beaucoup soutenue mais il y a un moment donné, de toute façon, elles peuvent pas faire un pas devant l'autre à ma place non plus. Ouais. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, mais attends, je suis avec une ancienne internationale de basket, je suis avec une ancienne championne olympique, je peux pas abandonner, en fait. Si j'abandonne, elles abandonnent, donc c'est pas possible. On peut pas imaginer Muriel Urtis, Stéphanie Braise, abandon, ça marche pas. Ça sonne pas dans la phrase. Donc j'avançais pour elle et elle me tirait. Enfin, ça a été en termes d'expérience, le sport individuel pratiqué en collectif, c'est assez énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Et je recommande à tout le monde de le faire une fois dans sa vie. Donc voilà. En tout cas, tout ça, voilà pour dire ce que j'ai fait. L'après, je me suis dit, allez, voilà, une aventure pour une aventure. Ça m'a bien sorti la tête de la Coupe du Monde de rugby. Et puis derrière, je suis partie en vacances pendant un petit moment. Je suis restée un petit peu plus longtemps dans les îles. Et puis après, fin janvier, je me suis dit, bon, maintenant, il faut se remettre au boulot. Voilà. Ça a été quoi, du coup, la suite ? Du coup, la suite, je me suis remise à mon compte. Ouais. Voilà, j'ai réitéré l'aventure. Je me suis dit, bon, allez, il va pas y avoir une crise Covid tous les 5 ans maintenant. Sinon, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête avec ça. Donc, je me suis remise à mon compte début janvier. J'ai signé un contrat pendant 1 an avec une agence événementielle qui s'appelle Karma. En fait, eux, ils avaient bossé pour moi pendant la Coupe du Monde de rugby, puisque mon venue technical manager, c'est le responsable technique en fait de tous les aménagements du stade et celui qui a repris la direction de la sécurité pendant le stade sont 2 personnes en fait qui venaient de cette agence événementielle, qui étaient tous les 2 associés. On a eu envie de continuer un bout d'aventure ensemble, donc voilà, on a vécu 1 an de mission ensemble. Où là, je suis repartie sur des missions plutôt de structuration, développement d'un nouveau segment corporate, et les faire rentrer au bureau des congrès à Marseille et leur faire aussi tout le dossier pour devenir labellisé RSE. Ok. Voilà, donc encore un autre domaine finalement dans la série du Pourquoi pas moi. J'avais jamais fait directement de RSE. Mais comme c'est du bon sens en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de... Finalement, il y a assez peu de choses. Alors, sauf, oui, bien sûr, demain, je peux pas m'improviser chirurgien, ça va pas fonctionner. Mais dans tous ces métiers-là qui demandent beaucoup de bon sens, finalement, dès lors qu'on a certaines compétences, un peu d'expérience en entreprise dans divers domaines, ça fonctionne. Et l'envie d'apprendre aussi. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses en fait. Moi, je dis souvent, là, tu vois, j'ai écrit un nouveau livre qui s'appelle Dois changer de métier pour être aligné avec mes besoins. Mais il y a plein de métiers qu'on connaissait pas pendant nos études. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Et donc, l'idée, c'est juste d'être. Enfin, c'est juste entre guillemets, parce qu'il y a, l'idée, c'est pas de dire que tout le monde doit changer de métier et que tout le monde peut changer de métier, parce qu'il y en a, ils n'ont pas besoin et c'est OK. Mais en tout cas, ceux qu'on a vraiment envie, c'est de se dire, oui, pourquoi pas vous, en fait, tu as pu faire un virage de la finance à directrice du stade pour le championnat du monde. Oui, en fait, avec de la volonté et puis se donner les moyens surtout. Mais c'est ça, se donner les moyens. Alors, dans les faits, j'ai même fait 3 vies, parce que j'ai vraiment démarré en maintenance industrielle, donc dans des secteurs très techniques, puis la finance, puis effectivement, derrière le monde de l'événementiel sportif. Je viens d'avoir 45 ans, donc il me reste encore quelques années devant moi avant de partir à la retraite. Donc, je n'exclus pas, je suis même à peu près certaine que j'aurai une 4e vie professionnel dans un secteur qui sera peut-être encore complètement différent. Parce que finalement, dès lors que, comme tu disais, si on s'en donne les moyens et qu'on croit en soi, on peut faire plein de choses. On peut vraiment faire plein de choses. Il faut pas non plus hésiter à reprendre parfois des études, des formations. Moi, je l'ai beaucoup fait, je le referai encore si à un moment donné c'est nécessaire. Déjà, c'est passionnant. Je trouve que reprendre les études quand on a 10, 15, 20 ans, 25 ans d'expérience professionnelle derrière, ça amène un tout autre sens à ce qu'on apprend. On comprend vraiment mieux les choses, on s'y intéresse. Déjà, on cible aussi beaucoup mieux nos études au démarrage et les formations qu'on choisit. Donc, je pense que aujourd'hui, la société évolue extrêmement vite. Le monde professionnel évolue extrêmement vite. Les moyens de communication, on a en plus là aujourd'hui un nouveau challenge qui est l'intelligence artificielle, qui va encore nous faire évoluer de manière
beaucoup plus rapide qu'avant. Elle va, à mon avis, s'intégrer dans l'ensemble des entreprises de manière exponentielle, et même dans nos vies, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc si aujourd'hui on ne continue pas à nous évoluer, apprendre, je pense qu'à un moment donné on peut vite se faire doubler. Donc au-delà de se dire pourquoi pas moi, c'est mais oui, au contraire, faites-le. Faites-le, il faut vivre avec son temps, et face à nous aujourd'hui on est dans une période où le temps évolue de plus en plus vite. Alors passe pas plus vite, ça c'est plutôt très bien, et tant mieux d'ailleurs. Mais il faut continuer à apprendre, il faut continuer à évoluer. Les mentalités vont encore changer, les mentalités vont évoluer avec les méthodes de travail, avec toutes ces limites. Et moi, je suis convaincue que demain, quand l'intelligence artificielle aura pris sa place dans le monde de l'entreprise, il y aura justement beaucoup plus de besoins autour de ces fameuses soft skills. Ouais. Puisque dans l'intelligence artificielle, il y a artificiel, et on pourra y mettre tout ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais y mettre, c'est le sens, l'émotion, l'intuition. Tout ça, en fait, ce sont des vraies valeurs ajoutées qui sont des vraies valeurs humaines qu'on n'aura jamais autrement. Donc, au contraire, moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Et les secteurs d'activité, finalement... d'un secteur d'activité à un autre, ça fonctionne assez bien. Moi, je suis, et je suis pas la seule, mais je suis convaincue que quand on est un bon manager ou un bon dirigeant, on peut l'être dans à peu près tous les secteurs. Oui, Après, il y a des spécificités. Il y a forcément, il y a des montées en compétences qui doivent se faire sur certaines spécificités, légales, juridiques, techniques. Mais de toute façon, à certains niveaux de poste, c'est pareil. On ne nous demande pas de tout faire non plus. Ouais. Voilà. On n'est pas expert à la place de l'expert. On est là pour coordonner, pour mettre en place, pour diriger, pour apporter une vision, avoir une vision. Mais on n'est pas là non plus pour être expert à la place des experts. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, il ne faut pas hésiter à essayer de toute façon. Et puis, si ça ne marche pas, on rebondit toujours. On a notre boussole de toute façon. Donc, tout va toujours bien. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, après l'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de gens... Moi, je dis souvent que pour avoir confiance en soi, il faut se connaître. Parce que, en tout cas, moi, je suis passée par là par le burn-out, parce qu'en fait, je ne me connaissais pas. Et du coup, ça, c'est vraiment important de dire aux personnes... Pour la majorité, si vous n'avez pas confiance en vous, une des raisons aussi, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Et donc, l'enjeu, c'est d'apprendre justement à se connaître pour pouvoir se dire, comment je fais pour me sentir bien avec moi-même et avoir confiance en moi. Parce que si ton outil, entre guillemets, tu ne le connais pas, forcément, tu ne peux pas avoir confiance en lui. Mais c'est ça, effectivement. Il faut apprendre à se connaître soi-même. Alors, il y a des tas de façons pour apprendre à se connaître soi-même. Moi, je sais que la formation en coaching m'a beaucoup aidée, parce qu'en fait, pour être capable d'accompagner les autres, il faut commencer par se comprendre soi. Il y a ça, et puis après, il y a aussi tout le travail de l'éducation, de l'environnement dans lequel on évolue, des gens qu'on fréquente, des schémas et des modèles aussi dans lesquels on a grandi. Moi, c'est ce que je disais en début d'interview. J'ai grandi à la campagne. J'ai 45 ans, donc j'ai aussi grandi avec une autre culture où, mon père était lui d'un tempérament plutôt entrepreneur, mais du côté de ma mère, c'était plutôt le CDI, c'est la vie. Si tu peux rentrer dans une collectivité publique, alors là, c'est le Graal, t'as 40 ans de carrière assurée. Bon, ok, très bien, mais je m'éclate quand, en fait? Enfin, j'ai rien contre les collectivités publiques. Chacun doit être à sa place, en fait. Mais faire 40 ans le même métier, moi, je l'ai jamais conçu. Et puis en plus, il y a beaucoup trop de métiers qui existent pour se cantonner à une seule chose, en fait. Il y a beaucoup trop de choses à découvrir. Et c'est vrai que quand on se rend compte autour de soi qu'il y a des gens, et ça c'est ce que j'ai découvert dans le monde de l'événementiel, il y a des gens qui n'ont jamais eu de CDI de leur vie et qui vivent très bien, qui manquent de rien, qui dorment sur leurs deux oreilles tous les soirs. Moi-même, maintenant, ça fait depuis 2019 que j'ai plus de CDI. A priori, je dors toujours sur mes deux oreilles le soir, je vais bien. Alors oui, on se rechallenge en permanence parce que il faut se renouveler, mais c'est aussi ce qu'on cherche en fait, c'est vivre de nouvelles aventures, vivre de nouvelles expériences. Et à l'inverse, il y a deux façons en fait de voir les choses. Il y a ceux qui vont dire ah ouais, mais tu te sors de ta zone de confort. Alors oui, effectivement, je me sors de ma zone de confort, mais en fait, ma situation, elle n'est pas inconfortable. C'est juste que devant moi, j'ai un champ des possibles qui est beaucoup plus grand que ceux qui refusent de le faire. Ouais. Et dès lors qu'on accepte d'ouvrir les yeux et de se dire, mais c'est pas que ma situation, elle est inconfortable,
C'est qu'en fait, j'ai un champ des possibles qui est grand et j'ai plein de choix qui s'offrent à moi. Et ben, que je prenne le temps de les regarder, ces choix, et que je n'hésite pas à choisir ce qui me plaît plutôt que ce qui est facile. Et finalement, quand on fait ça, et ben, on se rend compte que cette zone qui finalement nous semblait inconfortable au début, à force d'y être, on y vit bien et elle devient elle-même confortable. Donc, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de limite à rien. Et c'est vrai que de plus en plus autour de moi, j'ai des gens qui sont devenus dirigeants, des gens qui sont à leur compte, des gens qui vivent de CDD en CDD parce que c'est leur milieu de l'événementiel, qui bougent, qui se déplacent. Moi, je suis devenue très amie avec celle qui était directrice de site à Nice. Elle, ça fait 30 ans qu'elle fait de l'événementiel. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, elle vit à Miami parce qu'elle bosse pour la FIFA, pour le prochain événement. Enfin, et elle le vit extrêmement bien. Elle le vit extrêmement bien. C'est un choix de vie. Ouais. Donc, il faut jamais hésiter, en fait. Tout est possible. Tout est absolument possible. Et en fait, si nous, on est à l'aise dans nos baskets, notre environnement le sera. Ça, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, ça s'est passé comment, du coup, par rapport à ta fille pendant toute cette période où tu n'étais pas du tout très disponible? C'est beaucoup d'explications déjà au démarrage. Elle avait quel âge? Elle avait... Alors, quand j'ai mes premiers longs départs, elle était assez petite, puisque la première fois que je pars faire mon rallye, en 2014, elle a 6 ans. Donc pour la première fois, je pars 3 semaines. Et en plus, on nous enlève les téléphones portables, tout moyen de communication. Donc c'est vrai que la première fois où je pars, je lui dis, écoute, tu vas pas voir maman pendant 3 semaines, et puis maman, tu l'auras pas non plus au téléphone pendant 10 jours. Tu pourras lui écrire, mais elle pourra pas te répondre. C'est vrai qu'à cet âge-là, ils comprennent pas vraiment. C'est un peu déchirant. Il y a des larmes la première fois. Et puis, première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça se passe de mieux en mieux. Et puis après, ils grandissent. Et ma fille, elle est en garde alternée en plus depuis toujours. Mais c'est surtout beaucoup d'éducation. Et puis, on en revient avec d'autres richesses, d'autres histoires à raconter, d'autres histoires à partager. Et puis, aujourd'hui, moi, je sais que ma fille, voilà, elle a cette culture du champ des possibles. Elle se donne les moyens d'y arriver. Elle a au contraire, elle aussi, envie de bouger, de grandir, de découvrir. Elle a très bien vécu la Coupe du Monde de rugby. Déjà, elle était un petit peu plus grande. Elle avait 16 ans. Elle allait avoir 16 ans au moment où tout ça s'est passé. Donc, elle comprenait ce qui se passait. J'ai eu la chance de pouvoir la faire venir à certains matchs. Donc, en plus, elle a vu, elle a vécu, elle a compris ce que ça représentait. Elle voyait sa mère heureuse, finalement, et épanouie de vivre ce qu'elle était en train de vivre. J'essaie de l'impliquer au maximum dans tout. Donc à partir de là, non, ça se passe bien. Voilà, il y a des choses, forcément, il faut accepter aussi qu'on les voit peut-être un petit peu moins pendant un certain temps, mais ça ne veut pas dire qu'on les voit pas non plus. J'ai pas arrêté de voir ma fille pendant 3 mois, j'ai pas arrêté de la voir au téléphone. C'est juste que au lieu de passer une soirée avec elle un samedi, on fait la soirée le mardi parce que le samedi, il y a match, quoi. C'est pas grave, on s'adapte. Ouais. Et puis, c'est provisoire. Ouais. Comment tu écoutes ton intuition? C'est une bonne question. J'essaye d'être le plus réfléchi possible. Je suis d'un tempérament, alors je le réalise de plus en plus avec le temps. Aussi parce que j'ai pris certains murs, mais c'est pas grave, les boss, ça nous aide aussi à apprendre. J'ai toujours eu un peu tendance à foncer d'abord. Et puis une fois que j'y suis, à me dire, alors retourne-toi, qu'est-ce que tu as mis comme bazar derrière toi, qu'est-ce que tu as fait de bien, et puis maintenant, comment tu vas gérer tout ça. Ça, c'était un peu mon tempérament, tout feu, tout flamme. Pour ceux qui croient aux horoscopes, moi je suis bélier. En tout cas, à l'astrologie, donc voilà, je suis une vraie bête à cornes qui fonce tête baissée. Et voilà, donc c'est mon tempérament de base. Je suis un vrai signe de feu. Pour autant, avec le temps, j'essaye vraiment de réfléchir davantage. Alors, je suis jamais sur des questions de confort. Je suis toujours sur des questions d'épanouissement. Sur le qu'est-ce que je veux vraiment.
quels vont être les impacts autour de moi et qu'est-ce que ça va m'apporter. Ce sont vraiment les questions que je prends le temps de me poser. Si je trouve les réponses à ça, finalement, le reste, c'est assez peu important. Voilà. Il y a certaines choses, oui, aujourd'hui, malgré tout, qui font que... Alors, il y a ma fille, même si on dit toujours qu'on ne fait pas des enfants pour soi. On va les regarder partir un jour, hein, donc on ne peut pas nous non plus s'empêcher de partir, surtout que maintenant, la mienne, je sais qu'elle va quitter le foyer familial dans les mois qui viennent pour aller faire ses études ailleurs, a priori. Il y a toujours, en fait, oui, la question familiale, en fait. Moi, c'est plus, aujourd'hui, c'est plus mes parents. J'ai la chance d'avoir mes parents encore aujourd'hui, qui sont en bonne santé. Donc, en plus, je devrais les avoir encore pendant un certain temps. Mais c'est plus, voilà, partir loin d'eux. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, compte davantage. Je le sais. Donc, je compose avec. Voilà, je sais que j'ai cet esprit-là, mais à côté de ça, il y a aussi des choses sur lesquelles je ne suis pas prête aujourd'hui à lâcher et notamment j'ai pas envie moi par exemple d'annoncer à mes parents que j'ai décidé de partir vivre à l'autre bout du monde. Voilà, ça je le ferai pas. Partir 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pourquoi pas, ça je sais que je le ferai pas, mais je suis à l'aise avec ça parce que c'est mon choix, parce que c'est quelque chose d'ancré, c'est décidé. Je sais quelles sont mes valeurs et ce qui me pousse à avancer dans la vie et ce sans quoi je ne peux pas faire. Ma famille est extrêmement importante, donc à partir de là, voilà. Ça, c'est un postulat de départ. Mais tout le reste, oui, j'y vais quand même beaucoup à l'intuition, en fait. Donc, à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Beaucoup de moments dans ma vie. Beaucoup de moments dans ma vie. Parce que on est en remise en question permanente. Et finalement, le pourquoi pas moi, c'est une remise en question. Le premier pourquoi pas moi, je pense qu'on l'a déjà quand on est petit, en fait. À chaque fois qu'on se lance un défi, qu'on teste quelque chose, on est déjà dans le pourquoi pas moi. Le premier gros pourquoi pas moi professionnel, il est quand je décide finalement, enfin il est même plus que professionnel, hein, c'est un vrai choix de vie. C'est de ne pas remonter dans ma Normandie où ma famille était, alors que je viens quand même d'expliquer que je suis très famille au démarrage, donc c'est un vrai enjeu. Et d'ailleurs, même si je me sens aujourd'hui chez moi à Marseille, j'y ai pas les miens et ça compte. Et j'y étais encore le week-end dernier en Normandie parce que j'ai besoin d'y aller. C'est ma vie, c'est mon ancrage, c'est ma famille. Et c'est là-bas que je me sens le mieux. Donc voilà. Mais ce premier pourquoi pas moi, il est quand finalement je décide pour la première fois de me dire mais en fait si j'avais été libre, mon père m'a toujours laissé libre de mes choix, hein, mais si je n'avais pas été influencée, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et donc c'est là qu'en fait j'essaie de rester vraiment dans le sud. De changer de métier, et pourquoi pas moi ? Pourquoi moi ? Est-ce que moi j'intégrerais pas un Big Four finalement ? Je viens pas, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait tous ces trucs-là, mais ça veut pas dire que je vais pas y arriver. Orangina, qui était une boîte absolument incroyable, pareil, quand je décide de faire cette bascule, je tente. Et puis quand je me mets à mon compte en parallèle, c'est pareil. En fait, j'y crois parce que j'ai aussi des gens autour de moi qui croient en moi. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. On a beau dire ce qu'on veut, je pense que... on ne choisit pas sa famille, mais bien choisir ses amis, bien choisir son entourage. Et aussi comprendre que parfois, nos amis vont être de bons conseils sur certains sujets, mais qu'on ne peut pas non plus tout faire en fonction de ce que nous disent les autres, parce qu'on regarde tous le monde d'une fenêtre différente. Et que moi, quand je décide de me mettre à mon compte, de quitter Orangina, si j'avais dû écouter certaines personnes, j'y serais encore, en fait. Et aujourd'hui, alors j'ai adoré cette boîte, j'ai adoré travailler dans la finance, mais je suis tellement heureuse d'avoir vu autre chose, en fait. Donc, et ce pourquoi pas moi de la Coupe du Monde de rugby, je crois qu'a été... là, en fait, j'ai vraiment sauté. Moi, j'ai l'impression d'avoir sauté une marche. De me dire, pourquoi pas moi après tout ? Et c'est ce truc-là, en fait, c'est de se dire, si les autres croient en moi, si on m'a donné cette mission, c'est que j'en suis capable. Voilà.
Et tous les défis sportifs, tout ce qu'on peut faire à côté sont des petits outils complémentaires. Alors, je ne dis pas à tout le monde de se lancer dans les défis sportifs demain, mais je pense que ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est de se donner des objectifs qui sont alors challenging, évidemment, mais atteignables et surtout épanouissants et qui apportent du plaisir. Ouais, qui ont un sens pour soi. C'est ça. Quel plaisir ça va m'apporter. On en revient finalement aux bases du coaching. C'est ça, en fait, que moi, j'ai beaucoup appris à l'époque. C'est faire les choses d'abord pour soi et pas pour le regard des autres, pas pour faire plaisir aux autres, pas par peur de ce que pourraient penser les autres. On s'en fout, en fait. Si nous, on est heureux, qu'on est épanoui et qu'on fait de mal à personne, oui, c'est ça, qu'on est dans le en respect, gros, tout va bien. Ouais. Voilà, tant qu'on est dans le respect des autres, je vois pas le problème, en fait. Il y a rien qui nous arrête. Ouais. Donc c'est peut-être ça, en fait. C'est qu'est-ce qui me ferait plaisir, dans quoi je m'épanouirais. Et puis à partir de là, j'ai envie de dire que tout est possible, quoi. C'est quoi pour toi la réussite? Être heureux, tout simplement. Et un échec? Un échec, ce serait de ne pas avoir appris de ses erreurs. Qu'est-ce que tu penses que la petite Caroline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Qu'elle est parfois un peu folle. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire, toi? Que j'ai rien fait de ce qui était prévu au programme, mais que j'ai choisi autre chose et que finalement, on s'est déjà, elle et moi, beaucoup éclaté. Et qu'il en reste encore tout autant devant nous, en tout cas j'espère, et qu'on va encore beaucoup s'éclater, toutes les deux. On dit que dans la vie, quand on fait un choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements? Alors, effectivement, choisir, c'est renoncer. Le premier choix, c'est ce que je disais tout à l'heure, choisir de venir vivre dans le Sud. Ça a été, c'est peut-être d'ailleurs le vrai seul renoncement que j'ai fait dans ma vie. Ça a été de m'éloigner de ma famille. Ça, c'est. Il y a peut-être des gens qui le font très bien. Moi, en tout cas, ça a été un vrai renoncement. De me dire, oui, tu vas partir loin des tiens, tu partageras pas les choses de la même façon avec eux, parce que tu seras loin. Et puis finalement, tu vas arriver ici. Alors, on se crée des amis. Moi, aujourd'hui, j'ai un cercle d'amis très proche auquel je tiens énormément. Alors, même si j'ai la chance d'avoir mon père qui s'est un peu rapproché du Sud, puisqu'il habite à Montpellier depuis près de 10 ans maintenant, mais le reste de ma famille, y compris ma mère, est toujours en Normandie. Ces amis, en fait, c'est la famille qu'on se reconstruit. Et c'est extrêmement important, extrêmement puissant, mais ça remplacera jamais... La famille de cœur ne remplacera jamais la famille de sang. Voilà. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Je ne sais pas si j'ai une plus grande difficulté que j'ai eu à traverser dans ma vie. Je dirais que ça peut être, si je devais en donner une, ce serait d'accepter de dire qu'on s'est trompé. Ou peut-être pas qu'on s'est trompé, parce que je pense que je regrette aucun de mes choix, que ce soit mes choix de vie pro ou perso, mais en tout cas accepter de dire qu'on n'est pas heureux et qu'on doit changer les choses. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce que on parlait tout à l'heure de remise en question. Dire je ne suis pas heureux, il y en a qui peuvent voir ça comme un échec. Pour moi, le véritable échec, ça aurait été de me dire, quand j'arriverai à la fin de ma vie, en fait, ça fait des années et des années, voire des dizaines d'années que tu sais que tu n'es pas heureuse et tu n'as rien fait pour que ça change. Ouais. Que ça soit au niveau du travail qu'au niveau du couple. Au niveau, travail, couple, famille, perso. Il y a des tas de choses dans lesquelles on peut être heureux ou pas heureux, dans une vie en général. Oui, ça peut être après avec des amis entre guillemets, ou en tout cas un entourage qui peut être toxique, parce que parfois il y a des gens, on se dit on préfère passer la soirée avec du monde plutôt que passer la soirée avec quelqu'un qui va te détruire la tête et qui va te faire baisser ton estime de toi et qui va te manger toute ton énergie. Mais il faut prendre le recul de se dire parfois il faut savoir se dire qu'il y a des gens qu'on éloigne pour faire de la place pour les personnes qui correspondent plus à qui on est. Oui, et puis je pense que... Alors moi, j'ai eu la chance
moi, je ne regrette rien de ma vie. Toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie, j'ai beaucoup de reconnaissance pour chacune d'entre elles parce que chaque moment de ma vie m'a apporté beaucoup. J'ai appris autour de toutes les personnes qui m'ont entourée. Mais effectivement, il y a des moments, il faut accepter quand on est... Alors, je pense que même quand je reviens d'ailleurs à la Normandie, je suis partie, mais aussi parce que je pense que j'avais besoin d'être heureuse ailleurs. Donc donc voilà, ce sont des vrais choix difficiles, des vrais moments difficiles dans une vie. C'est se dire de manière générale, je ne suis plus heureuse, je le conscientise, je l'intègre et j'en prends la responsabilité et de le dire. Et je prends la responsabilité de provoquer le changement, avec tout ce que ça peut impacter sur son environnement. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus responsable que de ne pas se l'avouer. Parce qu'en général, quand soi-même on n'est pas heureux, c'est qu'autour de nous, le bonheur n'est pas vraiment présent non plus. Et j'aime pas vivre avec un masque. Et une vie, on n'en a qu'une. Et voilà, pour moi, la réussite, c'est se lever le matin et se dire, bon ben voilà, je suis heureux, je suis heureuse, je suis épanouie. Et aujourd'hui, la manière dont je vis, c'est la manière de vivre qui me correspond, avec mes valeurs, mes envies, mes projections d'avenir. Et ne pas se l'avouer, bah, finalement, c'est un manque de courage pour soi, c'est un manque de courage pour les gens qui nous entourent. Voilà. Ouais, et puis on a un rôle aussi en tant que parents de montrer l'exemple aussi à nos enfants, C'est ça. Dire voilà, t'as la possibilité d'avoir, enfin si t'es pas heureux, de pas rester dans cette situation-là. Oui, c'est ça. Il faut aussi expliquer à ses enfants qu'aujourd'hui, bien sûr, on a des vraies valeurs. Et attention, quand je dis ça, je pense que pour être heureux, il faut se battre. Et quand on en arrive à se dire bon, cette fois-ci, je le suis pas, c'est on s'est battu avant. Moi, voilà, je me suis toujours battue pour être heureuse. J'ai des gens autour de moi qui se sont battus pour être heureux aussi. Je l'ai été. Je l'ai souvent été. Mais il faut aussi accepter quand on l'est plus. Et ça, c'est ce qu'on inculque à nos enfants, en fait. C'est de dire, tu n'es pas heureux, donne-toi les moyens de l'être. Et puis voilà. essaye, en fait, s'il y a une différence entre essayer et s'obstiner, c'est de se dire, voilà, j'essaie de comprendre pourquoi ça va pas, comment je peux faire pour rétablir, et puis après, si ça marche pas, mais en tout cas, au moins essayer, quoi. Oui, c'est ça. Mais on essaye, pour moi, on finit toujours par y arriver. Il y a peu de temps, j'avais une conversation avec une amie qui m'a dit, mais l'action amène l'action. Et dans ces périodes comme ça, un peu difficiles, plutôt que de s'agiter dans tous les sens et de se débattre et finalement de brasser du vent et d'être partout et d'être nulle part et de s'épuiser. Je pense qu'il faut se reconcentrer sur les vrais sujets sur lesquels on peut agir. On ne subit jamais complètement une situation. Il y a toujours un sujet sur lequel on peut agir. Donc il faut agir sur les quelques sujets sur lesquels on sait qu'on a la main, sur lesquels on sait qu'on peut avancer. Et ensuite, voilà, l'action amène l'action. Le reste va toujours finir par suivre derrière. Et ça, c'est extrêmement important, en fait, d'être capable de se recentrer et de reprioriser, en fait. La panique ne sert à rien. Et à l'inverse, prendre le temps de se recentrer, de réfléchir, c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est de reprendre cette fameuse petite boussole là dont je vous parlais au début. Et puis, là, je vais pas commencer à courir dans tous les chemins en même temps. Où je veux aller, c'est quoi le meilleur chemin? Et le chemin sera peut-être pas d'ailleurs forcément le plus court, mais ce sera peut-être celui qui sera un peu plus long, mais dans lequel il y aura peut-être moins d'embûches. Pour les plus pressés, allez-y, prenez le plus court avec. Et encore que tu vois, je voyais un truc sur Insta ce week-end qui disait, tu avais plusieurs chemins et en fonction, il disait que le chemin le plus court, tu avais un truc, je crois que c'était comme un triangle. Et soit tu avais le grand côté du triangle, mais tu avais une possibilité d'avoir une courbe. Et en fait, entre le point du haut et le point tout en bas à droite, et il disait, mais en fait, c'est entre guillemets le chemin le plus long, mais c'est pas le chemin le plus court qui t'emmène le plus rapidement là où tu veux, parce que du coup, tu peux faire la culbute. Mais bon. Exactement, voilà. Les chemins les plus courts ne sont pas toujours les chemins les plus rapides. C'est ça. Et c'est quoi pour toi l'alignement ? L'alignement, pour moi, c'est
le fait d'être... comment dire ? L'alignement, pour moi, ça démarre des valeurs, en fait. C'est se lever le matin, sentir qu'on est soi, qu'on est soi-même, qu'on a le droit d'être soi-même et qu'on laisse aussi la possibilité à son environnement, aux gens qu'on aime, d'être dans ce même état d'esprit, en fait. Pour moi, l'alignement, c'est ça, c'est quelles sont mes valeurs. Je suis dans mes valeurs, je ne me force pas à faire quelque chose que je ne veux pas. Et je permets aussi aux gens qui m'entourent et aux gens que j'aime de pouvoir être dans cet état d'esprit-là, en fait, de pouvoir être dans leur propre ancrage, de s'épanouir avec des valeurs qui sont peut-être pas les mêmes que les miennes, mais en tout cas laisser à chacun la possibilité d'avancer dans ses propres choix, dans ses propres convictions, et puis ça n'empêche pas en plus d'avancer ensemble, mais sans jamais aller à l'encontre de ce qui pour nous est essentiel. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui ? Ma fille. Facile. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui ? J'aurais aimé qu'on me répète plus souvent que jamais rien n'est acquis. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a un peu tendance, j'ai peut-être eu d'ailleurs moi aussi un peu tendance à penser que quand on a acquis quelque chose, on l'a pour toujours. Et c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Enfin, rarement en tout cas. Tout ce qu'on acquiert, c'est un renouvellement permanent. Et puis en plus, nos besoins sont pas forcément les mêmes hier que demain. Donc ce qu'on a acquis la veille n'est pas forcément ce qu'on va avoir le lendemain. Donc ouais, c'est peut-être ça le conseil que j'aurais aimé avoir. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Je ne sais pas si j'ai un meilleur conseil qu'on m'ait donné, mais je crois que... je ne crois pas avoir eu un conseil, mais j'ai toujours eu le bon soutien, en tout cas. Voilà. Donc... je ne sais pas si j'ai un bon conseil, mais en tout cas, voilà, je pourrais dire de manière détournée qu'on m'a toujours conseillé de croire en moi et d'avancer. Mais on ne me l'a jamais dit en tant que tel. On ne m'a jamais dit « je te conseille de croire en toi ». Mais en tout cas, j'ai des gens autour de moi qui ont toujours beaucoup, beaucoup cru en moi. Et c'est ce que je disais, je dois beaucoup... à Christian pour ça d'ailleurs, qui a beaucoup, beaucoup cru en moi et qui m'a beaucoup poussée, et à mon entourage aussi d'une manière générale. Et même aujourd'hui, voilà, si on est séparés, je sais qu'il croit encore beaucoup en moi, et ça c'est extrêmement important, et je lui en dois énormément à ce sujet. Donc voilà, ça c'est quelque chose de fort. C'est quoi tes prochains défis ? Alors, mes prochains défis, mon prochain défi, ça va être on va dire que j'ai décidé de faire, alors pas balle neuve, mais un petit peu quand même sur ma vie. Je suis, alors à ce que j'espère, à peu près à la moitié de ma vie. J'en ai 45, donc j'espère que si j'en ai encore à peu près autant et en bonne santé, ce sera pas si mal. Mon prochain défi, ça va être, au sens noble du terme, de au moins aussi bien réussir ma deuxième partie de vie que ce que j'ai fait sur ma première, et même faire encore mieux. Ça va être un vrai défi. Et d'un point de vue sportif, là, je suis en égo avec mes amis et mes copains de sport, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait entre Marathon des Sables, Marathon de New York, on choisit pas, on fait les deux, on y va, on y retourne. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir des défis pour me fixer des objectifs. Parce que se fixer l'objectif d'être heureux, c'est bien, mais finalement, c'est un objectif qui est à la fois très long-termiste et en tout cas, et qui se remet en question de manière permanente. Oui, on dit que le bonheur est dans le chemin. Voilà, exactement. Le bonheur est dans le chemin. Il est tout le long du chemin. Il n'est jamais à l'arrivée, puisque l'arrivée, c'est la fin. Donc, le bonheur était derrière. Et c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs tout au long du chemin, en fait, parce que ça aide à avancer. Et au niveau pro ?
Et au niveau pro, donc là, pour l'instant, je suis toujours à mon compte. J'ai la chance là, d'avoir démarré plusieurs missions, dont une mission qui est plutôt très chouette, dont je ne peux pas trop parler, mais qui est plutôt très chouette avec les Jeux Olympiques d'hiver, donc pour les Alpes françaises 2030. Donc je suis contente de remettre un pied dans les grands événements sportifs parce que c'est juste des moments magiques et moi j'adore ça en fait. Et puis ce qui est chouette, c'est que du coup on nous fait confiance plus dans l'univers du rugby, mais du coup dans le sport au sens large aussi. Oui, ça permet effectivement de découvrir d'autres sports parce que j'ai quand même une étiquette très rugby de par mon passé, mon expérience, le nom que je porte. Enfin bon, voilà, tout ça est très ballon ovale. Du coup, donc, de ton premier, est-ce que tu avais pris le nom de ton premier mari ? Non, alors en fait, l'histoire a voulu que je suis restée 9 ans avec mon premier mari. On s'est mariés et on s'est séparés moins d'1 an après. Je ne comprenais pas les gens qui faisaient ça. Je me disais, mais comment c'est possible en fait ? Bon, finalement, je l'ai fait. Voilà, c'est ce que je dis souvent. Non, on s'est mariés au bout de 14 ans. Et on avait déjà les enfants et on s'est séparés 3 ans après. Ouais. Donc voilà, au bout de 17 ans, tu te dis mais pourquoi ? Mais en fait, après, il y a toujours une explication. Il y a toujours une explication au truc. Mais en effet, voilà, on est des exemples de gens qui y attendent pour se marier. C'est ça. Et donc j'ai pas eu le temps de prendre son nom. Donc j'ai jamais pris son nom. Quand je me suis remariée cette fois-ci, je me suis remariée un petit peu plus vite. Je me suis pas mariée au bout de 9 ans. Je me suis mariée au bout de 3 ans. Avec Christian. Donc là, j'ai pris son nom et on est restés mariés ensemble pendant 6 ans. Voilà, aujourd'hui, j'ai mon nom de jeune fille qui est Chevalier, que je vais reprendre, pas reprendre à terme. En fait, les gens me connaissent tellement sous mon nom. Ce nouveau métier, en tout cas, t'es connue avec... en plus, Christian, quand on en a discuté, ça le gênait pas, en fait, que je le garde, en tout cas pour l'instant. Moi, je le vis très bien avec. On a de bonnes relations, donc j'ai absolument aucune raison, en plus, de vouloir dire non, mais je veux plus qu'il fasse partie de ma vie. C'est pas le but. Voilà, moi, toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie à une époque feront toujours partie de ma vie. Donc voilà, pour l'instant, je suis Caroline Califano, Caroline Chevalier Califano. Bon, peu importe. Je suis moi, en fait. Au final, peu importe le nom que je porte. Ça, c'est une petite parenthèse, c'est fou parce que quand j'ai vendu ma maison juste avant de divorcer, mais il y avait les gens à qui on avait... Non, c'est quand j'ai acheté ma maison, enfin bref, on s'en fiche. Toute ta vie, il y aura écrit épouse, enfin que tu as épousé telle personne, en fait, quand tu vas chez le notaire. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant de te dire que toute ta vie, on va te rappeler le jour où tu achètes ou tu vends un bien que tu as été marié à telle personne. Enfin... T'as envie de dire le droit, enfin, tu peux pas oublier avec qui t'as été marié, encore plus quand t'as eu des enfants et tout, mais tu te dis, mais il y a le droit français, il y a des trucs qui sont quand même un peu spéciaux. Ça doit être pour nous rappeler qu'on a eu plusieurs tranches de vie. C'est ça. Et l'autre jour, j'étais sur la tombe de mes grands-parents et je vois que ma grand-mère, il n'y a pas son nom à elle en premier, il y avait Madame avec le nom de mon grand-père. Je me dis, mais mon Dieu, mais enfin... c'est une autre génération, mais les femmes, on a quand même un truc où on a un lien avec l'homme qui... Bon, c'était la minute féministe. Dernière question, avant-dernière question, est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous ? Un conseil de lecture à partager. Alors, j'ai lu... pas mal de livres. Bon, des romans, j'en lis comme tout le monde, mais après, les goûts sont tellement différents d'une personne à l'autre que bon, voilà. Et encore il y a un livre que j'avais beaucoup aimé de Marie Darrieussecq qui s'appelle « Il faut beaucoup aimer les hommes ». Voilà, en rebondissement au sujet féminin. Et ensuite, non, il y a pas mal de livres, en fait, aujourd'hui qui enseignent le champ des possibles. Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui passent par la communication. Il y a un livre qui est extrêmement connu qui s'appelle « Les mots sont des murs ou bien des fenêtres » que je trouve plutôt très bien fait. Mais d'une manière générale, non, j'ai pas un livre qui m'a inspirée. Alors oui, il y a ce livre-là de Marie Darrieussecq que j'avais beaucoup aimé parce que je trouve qu'elle en dit... Alors, quand on prend un peu le temps de décoder le livre, en fait, elle en dit très long sur les difficultés des relations hommes-femmes, sur les attirances et pourquoi on s'attire, sur les impacts de l'entourage, sur les éventuels impacts médiatiques, sur les approches de certains et les attentes des hommes, les attentes des femmes.
voilà, il y a beaucoup de différences culturelles au milieu de tout ça. Voilà, c'est un livre que j'avais trouvé très bien en psychologie, qui se lit très bien en plus. Hein. C'est un livre très féminin. Je suis pas sûre que les hommes le lisent avec la même appétence que nous, mais voilà, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu. Trop chouette, merci beaucoup. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Alors, je remercie à toi de ce moment. On va commencer par là. Merci. Il y a tellement de personnes en fait à qui j'aurais envie de dire merci parce que mes parents m'ont beaucoup appris, m'ont amené beaucoup de choses. Donc déjà voilà, merci à mes parents, merci à mon père de m'avoir enseigné en fait toute cette culture entrepreneuriale, ce goût du risque, ce goût du travail, parce qu'il n'y a pas de secret en fait. On n'y arrive pas sans travailler. Hein, il n'y a pas de tout vient par l'effort. En tout cas, beaucoup de choses viennent par l'effort. Donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, j'ai eu ces hommes dont j'ai parlé, qui ont partagé ma vie, à qui je dois beaucoup aussi. Hein. Déjà, merci de m'avoir supportée pendant ces années avec eux, à mes côtés. Et ils m'ont beaucoup appris, beaucoup soutenu. Et puis, aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui m'entourent, qui m'aident, qui sont là pour moi. J'ai eu plusieurs vies, hein, professionnelles, personnelles, plusieurs lieux de vie. Donc, pour le coup, la sortie de zone de confort, c'est quelque chose avec lequel je vis régulièrement. Et j'ai la chance d'être entourée. J'ai des personnes qui me font confiance, qui m'ont jamais lâchée, qui m'ont permis de me mettre en situation de risque, de me tester, qui elles-mêmes parfois ont provoqué des situations en me disant mais nous on veut que ce soit toi parce qu'on sait et on te fait confiance sur des choses sur lesquelles peut-être que même moi je ne serais pas allée en fait. Donc à toutes ces personnes-là aussi, je cite pas de nom parce qu'il y en a beaucoup trop, mais elles j'ai envie de leur dire, elles se reconnaîtront, il y en a beaucoup. Et puis à tous ceux qui ont répondu au téléphone quand j'avais des doutes, qui m'ont parfois secoué, parfois dit que je faisais tout et n'importe quoi. Alors comme je suis têtue, forcément, quand on me dit que je fais n'importe quoi, j'écoute pas et je râle, je ronchonne. Et puis après, une fois que j'ai fini de râler, je réfléchis. Et puis je me dis, il avait peut-être pas tort quand même. Voilà, donc merci à toutes ces personnes-là. Merci à ma fille de me donner tout l'amour qu'elle me donne. Et puis d'être toujours dans la résilience et face au choix de sa mère. Je crois que j'ai beaucoup de chance en fait d'avoir une enfant qui est très équilibrée, très responsable, très mûre. Ça, j'ai une grande chance d'avoir une fille aussi extraordinaire que celle-là. J'en ai eu qu'une, mais bon, finalement, je me dis, si j'en avais eu deux, est-ce que le deuxième aurait été aussi réussi que la première, tellement elle est incroyable. Et c'est vrai, quand on a un entourage en fait qui nous apporte beaucoup, la vie est déjà beaucoup plus simple. Voilà. Merci beaucoup Caroline et puis merci à Laurent de nous avoir présenté. Ouais, merci beaucoup Laurent aussi, effectivement. Merci. On était en train de se quitter avec Caroline et elle m'a dit mais il y a tellement de trucs dont je t'ai pas parlé et en fait j'ai repris le micro en me disant que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors vas-y, raconte-nous tout ce dont tu nous as pas parlé. Oui, en fait, ça, c'est surtout que comme j'ai vu que j'avais peut-être pas battu le record des podcasts, je me suis dit mais non, celui-là tu es obligé de l'avoir. Donc là non, en fait on discutait et donc du coup en off hors micro et puis à un moment donné je lui dis mais en fait je t'ai même pas dit que j'étais devenue commissaire de match pour certaines compétitions internationales de rugby. Elle me dit mais il faut reprendre le micro pour que tu racontes ça. Je dis voilà. Donc effectivement je suis devenue commissaire de match depuis novembre dernier. Alors un commissaire de match en fait c'est quelqu'un qui va être responsable du bon déroulé de la compétition sur un stade pour un match. Alors souvent de Coupe d'Europe par rapport à ce que j'ai commencé à faire. Donc c'est principalement pour Rugby Europe et on peut aussi intervenir pour World Rugby. Moi pour l'instant j'ai pas encore eu la chance d'officier pour eux. Voilà, et j'y repensais en fait en rebondissement à ce qu'on disait tout à l'heure où j'ai la chance de découvrir en fait encore un tout autre monde puisque là on devient officiel de match donc c'est encore autre chose et moi ça m'a permis de rester sur le bord des terrains on va dire en attendant de reprendre des fonctions dans le milieu sportif
Et surtout, ce que j'ai découvert en termes de valeurs, ce sont des choses extrêmement fortes, puisque les compétitions européennes sorties des EPCR et du tournoi Destination qu'on connaît tous, la plupart sont jouées par des équipes plutôt amateurs, que ce soit masculin ou féminin. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que sur le terrain, alors qu'on a des joueurs et des joueuses qui sont pas vraiment payés pour être là, on y retrouve la même ferveur. Et ils ont la même envie de mouiller le maillot, ils chantent leur hymne national avec la même envie. Ils sont vraiment là juste pour en découdre. Et en plus, pour le coup, ils ont vraiment que ça, puisqu'ils ont rien à gagner à la clé, si ce n'est la victoire. Et voilà, donc je voulais juste faire un petit clin d'œil là-dessus et faire un petit coucou au rugby amateur et à Rugby Europe, parce que voilà, on a encore une fois dans ce sport des valeurs qui sont assez uniques, et je trouve que ce côté-là en fait du rugby est vraiment très très beau, et moi j'y ai redécouvert d'autres choses en fait. Donc voilà, ça c'était le petit aspect sportif. J'avais interviewé Laura Di Muzio, qui a été championne de France de rugby, et elle racontait que elle était obligée d'avoir un travail à côté, parce que quand tu es même championne de France de rugby, en fait tu n'as pas les moyens financiers de pouvoir vivre que de ça, quoi. C'est ça, exactement. Le rugby, il faut savoir que même le rugby masculin, en fait, est pro depuis pas si longtemps que ça en France. Dans les années 90, on était encore sur un rugby amateur, dans le début des années 90. Donc tout ça est très récent. Après, selon les nations qui ont plus ou moins de moyens, on va retrouver du rugby amateur, semi-pro ou pro. Et notamment dans des nations, pas mal de nations européennes, même les hommes sont encore en amateur. Donc oui, effectivement, en France, donc les femmes pour la plupart ont un travail à côté, mais c'est valable dans beaucoup de sports. D'ailleurs, pas que le rugby. Il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui ont un job à côté. Ça, faut pas l'oublier non plus. Et d'une manière générale, en fait, dans beaucoup de fédérations européennes, les gens ne travaillent que pour le plaisir du maillot et pour le plaisir de gagner, le plaisir de jouer ensemble. L'aventure humaine. Et le plaisir de porter haut et fort les couleurs de sa patrie. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil à ça. Et c'est pas tout, parce que du coup, tu m'as dit qu'il y avait autre chose dont tu nous avais pas parlé, c'est le fait que tu es réserviste à la gendarmerie. Oui, alors je suis réserviste citoyenne, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de tenue officielle. Je suis gendarme, mais je suis pas un vrai gendarme, c'est un titre honorifique. En revanche, les réservistes citoyens, nous, on a vraiment le rôle donc de porter les valeurs de la gendarmerie, et on a tous des missions qui sont différentes. Moi, j'ai intégré le conseil d'administration des cadets de la gendarmerie, qui est une association qui aide au financement du SNU2, qui est donc le service national universel dans sa phase 2. Et donc, je fais ça maintenant depuis 1 an. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Alors en fait, c'est Fabrice Greffé, je t'en ai parlé tout à l'heure en off avant qu'on démarre l'interview, qui est venu me voir un jour en me disant, tu sais Caro, ça serait bien que tu viennes, on aimerait bien avoir un profil comme toi. Et c'était juste avant la Coupe du Monde de rugby. Je lui ai dit, écoute, avec plaisir, mais je le ferai après, parce que là je peux pas être sur tous les fronts. Et donc, j'ai fait ma petite lettre de motivation, j'ai passé mon entretien, et finalement, ça m'a plu. Et ce que je trouve très chouette, on en revient toujours aux valeurs, c'est que on découvre en fait d'autres valeurs dans la gendarmerie, avec des hommes, des femmes qui sont extrêmement engagés, qui croient en ce qu'ils font, qui ont des moyens qui sont parfois limités, que ce soit des moyens opérationnels, des moyens financiers, mais qui en tout cas opèrent avec une vraie ferveur, une vraie envie de bien faire, une vraie envie d'accompagner les jeunes. Et ce principe en fait de SNU2, je le trouve vraiment très chouette, parce que quand on est dans un uniforme, il n'y a plus de classe sociale, donc vous pouvez vous retrouver avec des gamins qui vont sortir de quartiers plus difficiles, avec d'autres gamins qui vont être issus de familles plus aisées. En fait, ce jour-là, quand ils ont l'uniforme, tout le monde est habillé pareil, tout le monde avance dans le même sens, et ça, je trouve ça plutôt très chouette, et ça ramène un petit peu aussi de sens aux choses, et ça refédère en fait une génération qui peut parfois être un peu perdue, avec les vraies valeurs de la gendarmerie, qui sont certes des forces de l'ordre, mais pas que ça. Je ne savais pas que c'était la gendarmerie qui organisait la journée nationale. Alors, il n'y a pas que la gendarmerie. En fait, le SNU2, c'est une période en fait d'engagement qui dure
qui dure une semaine où les gamins viennent. Enfin, je dis les gamins, ils ont entre 17-18 ans, grosso modo. Hein. Mais bon, pour nous, ce sont des gamins maintenant. Donc, les jeunes viennent et en fait vont faire une semaine de travaux d'intérêt généraux auprès de différentes fédérations. Ils sont volontaires, du coup? Ils sont volontaires, voilà. Parce que du coup, il y a, si on rappelle le cadre légal, tu dois faire ta journée nationale, Ouais. filles et garçons. Mais donc ça, c'est obligatoire. Et après, par contre... Après, il y a le service national universel qui Ok. a 3 phases. Donc, voilà. Et donc, cette phase 2 qui permet aux jeunes de découvrir certains métiers, dont les métiers de la gendarmerie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un taux de conversion, alors que je ne donnerai pas là parce que je ne l'ai plus tout à fait en tête, mais qui est quand même très fort. Un taux de conversion des jeunes qui, en fait, derrière, veulent continuer dans la gendarmerie. Alors que ce sont des gamins qui, pour certains, étaient peut-être même parfois complètement perdus et ne savaient pas du tout où ils voulaient aller. Ouais. Voilà. Donc, il y a une vraie fonction sociale, fédératrice et inclusive derrière tout ça. Trop chouette. Bon, ça y est, c'est là. Est-ce qu'il y a une autre petite chose dont tu nous aurais pas parlé? Je te rappellerai demain. Ouais. Ça marche. Merci, Caroline. Merci. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.